Mais je le dis, les amis, moi je l'avais déjà dit une fois dans une interview, mais la première fois qu'on me dit les Trotsky, waouh, j'ai dit, hey, frérot, moi je veux pas de problème. Moi je veux pas de problème, vos histoires de goulag, de machin, moi ça m'intéresse pas. Mais parce que les amis, vous voyez Trotsky à quoi il est cantonné dans notre histoire lycéenne. Il est au collège, pardon, même pas au lycée, mais au collège au brevet blanc, tu as un paragraphe, on te met Lénine, Staline, Trotsky, Goulag, Seconde Guerre mondiale, Hitler. Dans ta tête, tu ressors, c'est Fernand Nathan qui t'a expliqué l'histoire de la lutte de classe du point de vue de la bourgeoisie. Donc la première fois... Faites des applaudissements pour bien accueillir Anas Kazif, s'il vous plaît. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un moment qu'on avait envie de discuter avec toi, c'était l'occasion. Ce lendemain de 1er mai, on en a discuté un peu. Toi, tu es fan du 1er mai, de ce que j'ai compris quand on discutait en loge. Là, ça a l'air d'être ton moment préféré. C'est tout de suite les doses. Non, parce que déjà, merci pour l'invitation. Moi, je pense que c'était important de pouvoir discuter, débattre, etc. Que souvent on a l'habitude à gauche en vrai de discuter entre convaincus et on a peur un peu des... Moi je regrette au-delà de ce débat-là, de cette discussion de ce soir, des fois je me dis comment ça se fait qu'on ne met pas l'ensemble de la gauche, l'extrême gauche autour d'une table pour pouvoir discuter et débattre et clarifier les positions des uns et des autres. Moi je vois quand on regarde un petit peu, ça n'existe pas. Il y a une année, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez un peu ce qu'on fait à RP, on avait fait il y a quelques années un débat avec QG. On avait fait un partenariat avec Aude Lancelin. On avait réussi à mettre Nathalie Arthaud, Éric Coquerel. Il y avait des camarades du NPA, de Révolution Permanente. On avait fait un débat comme ça. Et de mémoire, je n'ai pas souvenir de discussion où je ne sais pas pourquoi on a rub de ouf de désaccords. Tu as une explication à ton avis pourquoi ces discussions-là ne sont pas possibles? Tu as un avis là-dessus? Personne ne prend l'initiative. Parce que je pense que c'est toujours plus facile d'aller débattre avec un macroniste où tu peux ne être qu'à gauche ou débattre avec un FAF où en fait c'est plus facile que de débattre avec quelqu'un qui va te manger sur ta gauche sur des discussions politiques. Parce que face à un mec du RN, t'apparaîtras toujours plus humain, plus solidaire vis-à-vis des exploités, des opprimés. Mais si tu ramènes un mec plus sur la gauche révolutionnaire et que tu commences à parler d'ouverture des frontières, de régularisation de tous les sans-papiers, d'autodétermination du peuple palestinien. Et là, tu parles de la gauche un peu molle, un peu social-démocrate. Il parle de la France insoumise aussi. Ah ouais, c'est bien, on va y revenir à ça. Non, il y a 50 nuances de gris dans la gauche, de toute façon. Tout le monde n'est pas... C'est pas un bloc monolithique, mais je veux dire que il y a bien une caractéristique de la gauche institutionnelle, c'est qu'elle, sur ces questions-là, notamment d'antiracisme, d'impérialisme, elle est plus qu'aux abonnés absents. Bon, on discutera plus de la FI après, mais par exemple, pour citer, mettre les pieds dans le plat direct, mais quand tu as un mec comme Mélenchon qui te revendique la présence de la France dans les 5 continents, tu vois ce que je veux dire? Quand il dit que c'est les lois de la République qui doivent s'imposer en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe, d'un point de vue de débat, d'un point de vue politique, programmatique,
ça se discute entre les positions de Mélenchon et les positions de la gauche révolutionnaire autour de est-ce qu'on doit être pour l'autodétermination du peuple kanak, du peuple guadeloupéen, etc. Est-ce qu'on doit dénoncer le fait que la France, elle utilise ses positions maritimes, militaires. Je veux dire, vous imaginez que la France, elle est deuxième puissance maritime. C'est pas avec La Rochelle et le port du Havre, tu vois ce que je veux dire. Elle est La Rochelle et le Havre qui prend une balle. Même pour vous dire, les amis, hein, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la France, elle est celle qui a le plus grand nombre de positions militaires, de ports, de points d'attache au monde. C'est-à-dire que les États-Unis, ils n'ont même pas accès à l'ensemble des océans. Pour accéder à l'océan Indien, c'est-à-dire ils utilisent la position de la France à Mayotte. C'est-à-dire que la position de la France à Mayotte, les États-Unis sont dans l'obligation de demander l'autorisation à l'État français de pouvoir pénétrer dans les eaux territoriales mahoraises, c'est-à-dire à la France, pour pouvoir circuler là-bas. Mais tu vois, tu dis les États-Unis sont obligés de nous demander l'autorisation. Moi, ça me fait plaisir. Je comprends que Mélenchon il soit content en fait. Voilà. Mais il était venu Vive la République. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais avant qu'on rentre, est-ce qu'on en reparlera après parce que juste pour répondre sur ça vite fait. Je pense qu'en plus les jeunes militants et la jeunesse, notamment à la France Insoumise, je pense que ce que tu dis, ils en sont convaincus. Et moi, je le vois. Le truc de on est présent sur les 5 continents, c'est presque une blague chez les jeunes insoumis. Ils savent, je pense qu'ils voient bien le côté un peu problématique de cette position. Et je pense que c'est un sujet qui a intégré largement chez les jeunes militants et que Mélenchon, malgré lui, tu vois, tu dis l'antiracisme et l'anti-impérialisme, c'est pas solide. Je pense que sur l'anti-impérialisme, tu as raison. Mais l'antiracisme, c'est les mouvements sociaux et la jeunesse qui a fait bouger sur ces positions. Je pense que ça pourrait être possible. Tu veux pas qu'on se garde ça? On va en parler un peu après. Mais on va en reparler déjà, après. Je pense que pour te présenter, parce que même si je pense voilà, qu'il y a pas mal de gens... on voulait commencer par ça d'abord. Qui te connaissent et... Calmons-nous. Tu fais partie des personnages politiques où il y a beaucoup de gens qui t'aiment bien parce qu'il y a un côté où ils ne devraient pas être là... il met un peu les pieds dans le plat, il y a un truc, tu vois, quelque chose d'un personnage atypique dans le visage de la gauche et même de l'extrême gauche. Et même toi, souvent, t'en parles un peu en mode... moi, je t'ai déjà vu dire des trucs des mecs comme moi, des fois, l'extrême gauche, on n'est pas censé y venir, on n'est pas censé être là, ou alors, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'elle est là pour nous aider, mais en fait, si, etc., le militantisme. Et du coup, toi, te concernant toi, comment ça se fait que t'as passé ce pas-là et que tu t'es retrouvé à militer et que tu t'en es arrivé à Révolution Permanente et à devenir militant politique, quoi. Oui, c'est clair et net que déjà sur le profil que que les gens peuvent voir autour de moi, c'est que en fait c'est clair et net qu'il y a quasiment personne parmi les militants racisés qui, pas que les militants racisés militent pas et n'essayent pas d'organiser des choses, mais on va dire d'un point de vue de la bataille des porte-parole, de la bataille de ceux qui essayent de porter une voix qui est plus audible, de contester aussi la question de la gauche institutionnelle, la critique de la bureaucratie syndicale. Ça dénote en fait du côté assez routinier, de famille historique de la gauche française, où tu sais, on se connaît tous, on est tous ensemble, et c'est Keith Robeux qui vient avec son sweat à capuche, etc., qui nous parle de Marx, de Lénine, alors qu'il n'a jamais fait une fac de sociaux, il n'a pas été à Tolbiac, il vient de la Cité Rose à Sarcelles, tu vois, et comment ça se fait que lui, et en plus de ça, avec un aspect impertinent, tu vois, c'est-à-dire qu'il vient venir sur notre terrain à nous, qui n'est pas son terrain. Moi, je le dis... très modestement, je veux dire, moi je lisais Picsou Magazine, tu vois ce que je veux dire, je lisais l'école de Picsou. Incroyable. Mais c'est une bande dessinée de lutte de classe en réalité. Moi, les petits boulots de Donald. Je kiffais Donald, moi, de ouf. Les petits boulots de Donald, voilà, pareil. Je kiffais Donald de ouf, mais oui, moi je savais pas qui était Karl Marx. Je savais même pas, même l'extrême gauche. J'avais identifié qu'il y avait un facteur, un mec de la Poste. J'ai 38 ans, mais en gros, j'avais identifié qu'il y avait un postier, etc. Je me souvenais de ça. Mais la première fois, genre, tu me dis lutte ouvrière, NPA, machin, je voyais pas ce que c'était, ni qui c'était, même pour dire à quel point d'où je viens. Je veux dire, moi, je me rappelle une fois une discussion avec des camarades de RP à l'époque, quand j'étais un peu en train d'être gagné par RP. Ils disaient beaucoup prolétaire. Et moi, je disais, vous dites prolétaire beaucoup de fois, mais ça veut dire quoi, prolétaire? Je dis, moi, je connais pas, j'ai jamais entendu ce terme-là, tu vois. Et ça dit quelque chose, c'est-à-dire que d'une part, nous, on n'a pas la phraséologie classique à,
même moi, parfois, je peux même être peut-être caricatural, tu vois ce que je veux dire, parce que je vais utiliser des termes. Hégémonie, des trucs comme ça. Oui, tu vois, en fait, c'est pas qu'on est teubé ou je ne sais quoi ou machin, mais c'est qu'on part à partir d'une position sociale des quartiers populaires. Ouais, dans les quartiers populaires, il y a aussi une phraséologie, une manière de s'exprimer qui est pas la même, tu vois. Mais après, tu me dis, est-ce que moi, mon daron, par exemple, m'a toujours dit, ton père, c'est un ouvrier, tu vois. Ton père, c'est un ouvrier. Toi, essaye de devenir médecin. Enfin, généralement, je pense que ça se regroupe avec la plupart des camarades racisés. Nos darons, ils nous ont tous dit deviens médecin, ingénieur ou machin. Ils voulaient tous qu'on devienne. Moi, je me rappelle, mon daron, il me disait deviens juge. J'ai dit, je deviens juge. Ah ouais. Pour mon rep, le GOAT, c'était le juge. Tu vois, je dis, mais moi, je envie d'enfermer des gens et tout. Il me dit, juge comme ça, tu ne seras pas comme ton père, ouvrier, etc. Et c'est une fierté d'être un ouvrier. Mais bon, pour synthétiser comment je me retrouve à RP, en fait, en 2012, je vote François Hollande. Je vote Parti socialiste, comme quoi c'est pas un crime ni quoi que ce soit, tu vois. On peut venir de très loin, on peut être en battle avec beaucoup de confusion. Je veux dire, moi je suis dans une période où il y a beaucoup de confusion à cette époque-là. Et ce que j'avais identifié, c'était que François Hollande, il disait mon ennemi c'est la finance, machin. Et j'ai fait comme beaucoup font, et ça va être même le cœur du débat, c'est la question des barrages. Au moins pire, le moindre mal, etc. Bah, tu me demandes, moi, le jeune que je suis, j'avais 18 piges au moment de 2005, au moment des révoltes des quartiers populaires. Moi, je me rappelle, je traversais le quartier, le carrefour, il était incendié, la médiathèque, etc. Enfin, je veux dire, tu rentrais pas dans le quartier comme ça. Personne ne rentrait dans le Tchékar comme ça. C'est-à-dire que les seuls qui rentraient, tout le monde, on se connaissait, etc. Et c'était quelque chose de ouf. C'est-à-dire que moi, je me rappelle les talkie-walkie, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter l'échange de talkie-walkie entre les Condés quand Zied et Bouna se retrouvent dans le transfo, etc. Et qui disent laissez-les cramer, etc. Machin. Je veux dire, c'était quelque chose de dingue. Ça, c'était mon premier moment politique. Et le deuxième, ça a été 2012. J'étais père de famille. Ma femme venait d'accoucher. On venait d'avoir un enfant. Et je me suis dit, Sarko, quand même, le Karcher, c'est que là, tu vois. François Hollande s'est légitimé aussi sur l'antisarkozysme. C'est qu'aujourd'hui, a posteriori, c'est presque, quand tu es tu te dis, mais comment des gens ont pu voter François Hollande à l'époque? Mais en fait, la période Sarkozy a été tellement violente et la haine de Sarkozy était tellement présente que François Hollande en a largement profité, quoi. Oui, et puis il y avait beaucoup de choses autour de ça, tu vois, où on se disait, bon voilà, c'est Sarko, c'était le Karcher, c'était Casse-toi pauvre con, c'était le mec qui était en train de faire les réformes en 2010, en 2007. Moi, j'étais cheminot, donc le mec, je veux dire, la fameuse phrase de Sarko, quand il y a une grève à la SNCF, on la voit plus. Je veux dire, c'était quelque chose de tu peux pas, en fait... pas te déplacer. Donc quand tu as un niveau politique comme le mien qui se cantonne à regarder quelques petits trucs comme ça à la télé de passage vite fait mais qui n'est pas le centre de ma vie, bah, tu te dis je vais voter François Hollande. Et mon expérience, elle s'est faite de 2014 à 2016, notamment parce que je me suis syndiqué à la SNCF, parce qu'il y avait des petits combats locaux. Et 2016 a été une grande claque pour moi parce que je me suis dit comment ça se fait que moi, je croyais que ces gens-là, c'était la gauche et que j'ai jamais autant vécu la misère en tant que travailleur que sous un gouvernement de gauche. Parce qu'une des forces du syndicalisme, c'est que c'est pas juste les lois que vous voyez à BFM et les trucs qu'on entend. C'est que c'est la matérialisation directe. Je veux dire, tu peux entendre à la fin des CHSCT, quand tu es dans une boîte, je sais pas moi, tu es technicien dans une PME ou un truc où il y a 10 salariés, machin, le CHSCT, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Mais quand tu es à la SNCF, CHSCT, tu sais que tu as des collègues qui travaillent avec des wagons amiantés, tu sais que tu as des gens qui ont des troubles musculo-squelettiques. Donc, quand tu sais la force que tu avais en CHSCT, où moi, je me rappelle, je mettais à l'amende le patron de fou, tu vois. C'est-à-dire, je lui disais, écoute-moi, tu me sors tous les déroulés prévisionnels des agents, sinon tu te manges une expertise. C'est-à-dire qu'en CHSCT, tu avais la possibilité de faire des expertises si le patron il faisait une entrave. Et c'était le patron qui payait l'expertise, et s'il a dénoncé, c'était lui qui payait ton avocat et qui devait payer son avocat. Ça veut dire l'un dans l'autre, en fait, le mec, il se dit « Ah putain, il va me ramener une facture à 100K, vas-y, tiens les trucs que tu voulais. » Donc on arrivait à leur mettre des pressions de fou. Et dès que les CHSCT se sont barrés, on a vu l'impact direct, c'est-à-dire l'impact sur le corps ouvrier de ces lois-là. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, que je me suis fait berner. Je me suis juré de plus jamais me faire berner. Je me suis dit, moi...
Si c'est que pour ma gueule, je veux dire, j'ai fait 1 milliard de choses, je me démerderai. Même s'il faut que je dorme sous les ponts, s'il faut que je fasse la manche, s'il faut que je vole ou je ne sais quoi pour pouvoir m'en sortir personnellement, je ferai plein de choses. Mais quand tu as une charge de famille, quand tu as des enfants, que tu es comme moi, petit-fils de tirailleur marocain, où mon grand-père il a pris un impact d'obus à l'arrière de sa hanche gauche, qu'il est mort quelques années après de ses blessures de guerre, que tu as un daron qui est venu à quitter sa famille, son foyer, son pays, pour essayer de nous offrir un avenir meilleur, tu te dis, merde, toi, tu as 30 piges, qu'est-ce que toi, tu fais pour ta génération? Qu'est-ce que toi, tu vas laisser à tes enfants? Parce que ton daron, il a quitté sa famille pour toi. Ton grand-père, il s'est venu, bien sûr, ils ont été contraints, mais ils sont venus quand même se battre contre la barbarie qui était le nazisme. Qu'est-ce que toi, Anas Kazib, qui est un grand intellectuel, vous parlez français, comme nous, nos darons, ils nous disaient, nous, on connaît rien. Vous parlez français, vous êtes allé à l'école française, vous avez fait des études. Donc vous devez être des champions, vous devez tous nous battre. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait de rien faire. Pardon. C'est pas possible de rien faire pour les générations futures. Et je me suis dit, je vais commencer à m'engager plus sérieusement. Et ma première expérience a été Nuit debout en 2016, où j'ai trouvé le truc. Ok. Nuit debout, c'est parce que du coup, tu as beaucoup parlé de syndicalisme. J'ai l'impression que le syndicalisme, ça a été aussi un angle de politisation. Là, tu parlais des CHSCT. Et du coup, Nuit debout aussi, c'est marrant parce que tu parles beaucoup du syndicalisme, mais Nuit debout, c'est aussi un moment de remise en question du syndicalisme un peu, tu vois. De fou, parce que moi, j'ai compris en 2016, face à la loi El Khomri, que le syndicalisme, alors c'est très bien pour plein de choses. Défendre tes collègues, enfin je veux dire, j'ai encore un conseil de discipline le 14 mai prochain, dans une dizaine de jours. On accompagne des collègues, on rattrape des fiches de paye, on a des camarades qui sont des mères isolées, qui n'arrivent pas à gérer le fait qu'elles aient des gamins en bas âge et de gérer les 3-8, et que tu as des DRH femmes, quand tu comprends aussi c'est quoi le féminisme de classe, quand tu as une femme DRH qui voit une femme en larmes, qui lui dit « mais madame, moi, mon enfant, je le laisse seul avec ses frères de 11 ans. Il a 2 ans pour venir travailler la nuit. » Et que la DRH, elle te dit, bah écoutez, vous saviez où vous veniez quand vous avez postulé à la SNCF. Ce genre de choses-là, on le fait. Et le syndicalisme, heureusement qu'il est là pour lutter contre ça. Mais je me suis dit, face à la barbarie en réalité du système capitaliste, face à la crise écologique, face aux guerres, face aux tensions, etc. Tu vois bien en vrai qu'avec toute l'unité, je veux dire, même on fait l'unité la plus large de la CFDT, de ce que tu veux, tu vois bien que face à cet outil qui est le pouvoir, les syndicats ne rentrent pas là-dedans. La réforme des retraites en a été le meilleur exemple. La réforme et on a cantonné le syndicalisme à des questions de... Vous avez vu les débats hier sur la question du drapeau palestinien, que le 1er mai, c'est pas pour les drapeaux palestiniens, etc. C'est-à-dire, on a dit aux syndicalistes, fermez vos gueules sur tout ce qui est politique et tout ce qui touche. Alors, vous avez le droit de toucher aux retraites, salaires, repos, etc. Cantonnez-vous là. Tout ce qui se passe au-delà de ça, vous vous taisez. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on impose tout de suite après, dès qu'il y a un syndicaliste qui dit de bricole, ah vous faites de la politique là, vous êtes en train de faire mais qu'est-ce que c'est la réforme des retraites, partir à 60 ans ou 55 ans c'est éminemment politique, dire je veux le SMIC à 2000 € c'est éminemment politique, le partage du temps de travail c'est éminemment politique, mais on fait croire en fait que les syndicalistes ils doivent s'occuper de ce qui se passe dans la boutique et pas en dehors. Et donc Nuit debout ça a été le premier impact pour moi parce que je me suis dit là, on parle d'autre chose, parce qu'il y avait la loi El Khomri et son monde. Et donc, je me suis dit, ce truc-là, moi, soucieux de l'avenir des générations futures, m'intéresse. Mais j'ai vu aussi les limites de Nuit debout. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui t'a plu? C'est le côté où, justement, on essaye de réinventer la gauche. Je pense que t'es pas le seul. Hein. Beaucoup de gens ont fait, avec Hollande, se sont dit, mais attends, c'était ça qui était censé être la gauche. Et en fait, c'est exactement comme le reste, si ce n'est pire, parce qu'en plus, on sent qu'on peut encore moins se mobiliser. Et Nuit debout, ça a été beaucoup ça. Ça a été des gens qui cherchaient de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire de la politique, de penser le truc en disant non, mais cette fois, on va essayer de refaire de la gauche, mais avec plus de radicalité. C'était ça un peu. Il y avait une recherche, quoi. Y avait un aspect très ultra progressiste, très à la base, etc.
Moi, je me rappelle la première fois que je vois Lordon, c'était à Nuit debout, la fameuse phrase où il dit on va pas maintenir les gens très longtemps avec BFM, du Lexomil et de la flicaille. Moi, je dis waouh, c'est incroyable ce mec-là, putain, c'est fou ces gens-là. Je dis mais qui sont ces personnes-là? Moi, j'avais jamais entendu parler d'intellectuels à gauche, de gens qui discutent de ces choses-là. Néanmoins, j'ai vu les limites en fait dans Nuit debout. Je me suis dit bon, c'est très bien, c'est une agora, on secoue les mains, etc. On applaudit, on fait opposition radicale, machin. Mais ouais, regardez là dans la salle. Mais ce dont moi j'avais besoin, c'était pas de discours grandiloquents, mais c'était de concrètement comment on impacte la production, comment on met à terre l'outil de travail pour en finir avec la loi El Khomri. Le rapport avec le monde ouvrier était compliqué, justement parce que en réalité, moi je me rappelle que souvent les militants ouvriers qui avaient accès à Nuit debout, c'était souvent des syndicalistes et ça faisait débat. C'est qu'il y avait la question de est-ce qu'on laisse rentrer des gens avec des autocollants Cégette sur le truc. Mais après, ça a aussi du sens à ce moment-là qu'il y ait une critique, je pense, du syndicalisme et la loi El Khomri. C'est comme la réforme des retraites, quoi. Beaucoup de trahison, de déception, de décisions des différents syndicats, quoi. Donc, et puis il y avait Martinez. Moi, j'ai eu l'occasion d'être là le jour où Martinez vient à Nuit debout. Je crois que c'est encore sur YouTube, où il se fait huer parce qu'il dit il n'y a pas le bouton pour la grève générale. Et moi, je suis d'accord qu'il n'y a pas de bouton pour la grève générale, mais entre le bouton de la grève générale et les journées saute-mouton, il y a quand même un fossé. Et qu'à un moment donné, souvenez-vous que cette question des journées saute-mouton, elle était assez incroyable. Les gens, ils disaient, mais attends, mais comment en fait on peut vraiment bloquer la prod avec des journées espacées de 1 mois, en fait, c'est pas possible. Les gens même qui ne connaissent rien au syndicalisme se disent, mais attends, mais franchement, c'est la pire stratégie à faire que faire une grève tous les mois. Et il y a quelque chose où moi, je me suis dit, ah, mais à l'époque, les anciens, ils faisaient pas ci, ils faisaient pas ça, etc. Et c'est là où je rencontre Révolution Permanente, qui à l'époque était une tendance dans le NPA. Et en vrai, avant d'être fanat de RP, je suis devenu fanat de Trotsky. C'est-à-dire que... Oh là là, ça y est, le nom est lancé. On a des heureux, des moins heureux. Non, mais vous allez... Mais je le dis, les amis, moi je l'avais déjà dit une fois dans une interview, mais la première fois qu'on me dit les Trotsky, waouh, j'ai dit, hey, frérot, moi je veux pas de problème. Moi je veux pas de problème, vos histoires de goulag, de machin, moi ça m'intéresse pas. Mais parce que les amis... Vous voyez Trotsky, à quoi il est cantonné dans notre histoire lycéenne. Il est au collège, pardon, même pas au lycée, mais au collège, au brevet blanc, tu as un paragraphe, on te met Lénine, Staline, Trotsky, Goulag, Seconde Guerre mondiale, Hitler. Dans ta tête, tu ressors, c'est Fernand Nathan qui t'a expliqué l'histoire de la lutte de classe du point de vue de la bourgeoisie. Donc la première fois... Donc la première fois où on me dit Trotsky, je dis voilà quoi, laissez-moi machin. Mais je me disais, mais je trouve pas la réponse. J'étais vraiment ultra mal dans cette période-là. J'étais en train de me poser 1001 questions. Entre est-ce qu'il faut que je me barre de la France, est-ce qu'il faut que j'arrête le syndicalisme. Je me disais, mais mec, t'es en train de sacrifier tellement de choses. Moi, j'avais fait des journées de grève. C'est des sacrifices sur ta vie personnelle, sur les jouets pour tes enfants, les cadeaux, etc. Tes vacances qui sont remises en question. Il y a énormément de choses. Et tu te dis, tu fais ces sacrifices-là et que tu comprends en fait qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et moi, comme je vous disais, je pensais qu'en 36, 95, 68, c'était les syndicalistes de dingue, tu vois, qui étaient le couteau entre les dents, machin. Et les camarades m'avaient passé quelques textes de Trotsky, qui était un recueil de textes. Je vous invite toutes et tous dans cette salle et dans le chat. C'est un livre qui s'appelle « Où va la France ?» En fait, Trotsky, il a été exilé en France pendant les grandes mobilisations de 34 à 38. Et à un moment donné, Trotsky, il dit que les masses sont prêtes à plus qu'à des journées sans lendemain. Et il dit, le vin va finir par se transformer en vinaigre. Et il dit une autre phrase dont je me souviendrai toujours, il dit, les directions syndicales n'ont rien trouvé d'autre que la lance à incendie pour appeler à la grève. Ils n'appellent pas les travailleurs à la mobilisation, mais ils leur disent « chut, chut ». Et quand je lis ça, je dis « waouh ».
ça me met une tarte. Je dis, putain, frérot, j'ai l'impression qu'il est derrière moi à nuit debout, dans le piquet de grève. Je dis, mais qui c'est ce mec-là qui a écrit un texte en 1930 ? J'ai l'impression qu'il a vu Martinez avec moi qui est en train de dire le bouton pour la grève générale. Et donc, les amis, moi, j'ai trouvé intéressant qu'on commence à discuter réellement de qu'est-ce que veut dire la bureaucratie syndicale. Et il y a une phrase que vous connaissez toutes et tous, qui est celle de Maurice Thorez, qui date de 1936, qui dit « Il faut savoir arrêter une grève quand on a obtenu satisfaction ». C'est-à-dire qu'en vérité, historiquement, la bureaucratie syndicale, elle a toujours joué un rôle traître vis-à-vis du mouvement ouvrier, vis-à-vis du mouvement de masse. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'on perd énormément. Mais, en fait, là, on rentre dans le dur, mais en même temps, quand à Révolution permanente, vous parlez quand même beaucoup du coup de la grève générale. Mais du coup, est-ce que vous avez trouvé le bouton ? Il est où ce bouton ? C'est ça le problème. Est-ce que déjà on crée comment ça se fait Révolution permanente avant peut-être, non ? Parce que pourquoi en fait vouloir se dire non, on va se détacher de ça, c'est à cause de ça ? Je vais vous la faire très courte parce que RP est une tendance dans le NPA. En 2021, pour le dire de la manière la plus cordiale, on est poussé vers la sortie du NPA. On a un désaccord profond, notamment sur la question de la présidentielle de 2022, où Philippe Poutou ne veut pas y aller, et Olivier Besancenot ne veut pas y aller. Donc on se dit, si eux, ils ne veulent pas présenter de candidat, nous, on va se présenter, on va essayer de porter ma candidature au sein du NPA, ou essayer de trouver avec les tendances de gauche. Et là, il y a une levée de bouclier. On convainc Philippe Poutou de rempiler. C'est pour ça que vous voyez, si vous vous rappelez un peu de 2022, souvent Philippe Poutou, il est très mal à l'aise parce qu'ils disent mais vous aviez dit que c'était que 2, etc. Pourquoi vous faites 3 mais Anas Kazib, il est aux grandes gueules. Enfin, Anas Kazib, c'est pas vous, mais quand même les gens, c'est pas un parfait inconnu. Enfin, je veux dire, vous pouvez quand même avoir les parrainages pour Anas Kazib. Et il est un peu gêné. Il dit non, mais on s'est dit que c'était plus facile, etc. La réalité, le fond de l'affaire, de l'histoire, c'est qu'en fait, Philippe Poutou ne voulait pas et qu'il fallait convaincre Philippe Poutou parce que bien sûr qu'au sein du NPA, pour le canal historique, c'est sûr que le canal historique, il ne va pas choisir pour Anas Kazib, alors que Philippe Poutou dit « Ok, je vais faire un troisième ». Donc, surtout qu'il a fait, je sais vous avez pas d'être copains, mais il a fait ses preuves dans les moments de présidentielle. Ça veut dire que cette théorie en 2017, que vous avez, notamment. 2017, cette théorie de l'élection témoignage un peu de l'extrême gauche, l'élection pour se faire connaître, etc. Pour passer en sachant qu'on ne va probablement pas gagner, mais pour essayer de gratter de l'espace médiatique, notamment grâce aux lois qui existent sur le fait qu'on doit départager la parole. Et tout le monde se souvient, je pense, de Poutou dans le débat de 2017. L'immunité ouvrière, ouais. D'ailleurs, on a ressorti les images récemment avec Marine Le Pen et sa condamnation, parce que c'était un des premiers à l'adresser comme ça sur les plateaux et à mettre très mal à l'aise, que ce soit François Fillon, que ce soit Marine Le Pen. Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs le dernier moment où on a vu ça ? Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, dans les débats qu'il y a eu en 2022, ils ont refusé, en fait, la plupart de participer au débat présidentiel. Et un avant, un après. Ouais. Mais est-ce que depuis 2017, est-ce que ça a encore du sens, cette stratégie-là de présence aux élections pour l'extrême gauche? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à gratter, alors que de fait, j'ai l'impression que là, le précédent Poutou, ils veulent surtout pas d'un Anas Kazib dans les pattes sur un plateau, tu vois, et même parler avec Mélenchon déjà, qui est quand même même Mélenchon subit ça maintenant, qui est dans la politique institutionnelle, qui veut gouverner normalement, etc. Et c'est déjà inacceptable. Est-ce que après on reparlera de la grève générale, mais c'est pas grave. Oui. Parce que c'était important ce que tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que c'est encore si pertinent que ça de continuer à vouloir être présent aux élections en tant que parti d'extrême gauche révolutionnaire? Et justement, est-ce que la grève générale, pour en reparler, est-ce que c'est comme ça qu'on va y arriver Parce qu'en fait, moi, on a l'impression que la stratégie de l'extrême gauche... il a inventé une question présidentielle et la grève générale... en fait, j'ai l'impression que le problème de l'extrême gauche parce que toi, tu parles de Trotsky qui m'a libéré, ça m'a montré qu'il y avait quelque chose à faire, les syndicats marchent pas, mais en même temps, on a l'impression que c'est verrouillé, qu'il y a un truc où... quel est le chemin, quelle est la porte à ouvrir face à ça, quoi. Genre, c'est... peut-être qu'on peut d'abord sur les présidentielles et après sur les... Ouais, c'est ça, mais les deux, en réalité. L'impuissance en fait, politique du mouvement... L'impuissance politique du mouvement révolutionnaire, quoi, actuel. Après, pour moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de le discuter en l'englobant plus sur un aspect idéologique, politique, ce qu'on veut. En fait, c'est pas
Les tactiques, c'est autre chose. Il faut discuter des stratégies par comment, etc. Mais c'est qu'il faut déjà voir quel est le constat qu'on veut faire, parce que sinon, c'est inaudible. Oui, si tu veux. C'est inaudible dans le sens où, par exemple, si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit les luttes, ça ne fonctionne pas, la grève générale, ça ne marche pas, etc., je peux me casser la tête jusqu'à demain matin pour le convaincre de la grève générale. Son souci, c'est même pas le bouton pour la grève générale. C'est que la personne, elle est profondément défaitiste. Et c'est ça dont, pour moi, il faut parler. Avant... Ça, on est d'accord. Mais les gens qui disent la grève générale, ça marche pas, je pense que ça colle au PS, ils vont peut-être dire ça. Mais je pense que l'angoisse de gauche, c'est pas que la grève générale, ça marche pas. C'est qu'on n'arrive pas à arriver à la grève générale. Je pense que c'est ça la vraie dépression que tu dis, et le défaitisme, il est là, tu vois. C'est pas que si on y arrivait, ça marcherait pas. C'est qu'on a l'impression qu'on va pas réussir à créer. On n'a pas les conditions politiques, tu vois. Si tu veux. Pardon. En fait, il y a le capteur là. Et si tu mets la main là, tu niques. Pardon. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Ça marche. Désolé. Pour moi, l'un dans l'autre, ce que tu dis, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on considère que la question des luttes, d'accord, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire il y a un constat. Enfin, la question, la plupart du temps, c'est que les gens ils disent. On a fait les gilets jaunes, on a fait la réforme des retraites, il y a eu les grèves des cheminots, il y a eu machin. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Les gens, ils se sont fait éborgner, ils se sont fait défoncer. Regarde, avant, ma copine, elle venait avant au manif. Maintenant, depuis qu'il y a de la répresse, elle n'y va plus. Moi, je connais énormément de gens qui, à cause de la répresse, ne vont plus. Donc, il y a un... C'est ce que j'ai vécu, tu parlais de 2016. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là, et c'est ça que j'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu de ce point de vue-là, où j'avais pas conscience du monde syndical et tout, etc. Mais tu arrives dans les manifs, et puis le moment où tu te fais nasser par une 150aine de Batman surarmés, et que tu te prends les gaz dans la gueule et tout, et quand tu vois après les images des gilets jaunes plus récemment, tu te dis à ce moment-là, en fait, la répression, elle est tellement forte que même manifester, là, je parle même pas de la grève générale, manifester en chantonnant, ce qui peut être un truc un peu doux, déjà même ça semble plus possible. Donc l'idée encore plus extrême de grève générale derrière, elle paraît d'autant plus difficile. Mais pour moi, c'est que c'est très intéressant ce que tu dis sur la question de la répresse et de qu'on peut même pas. Moi, j'essaye d'être un révolutionnaire, d'essayer d'être conséquent avec le fait de vouloir vraiment la révolution. Je dis pas que les gens, le jour où il y a la révolution ou qu'il y a la transformation sociale, ils seront pas les plus heureux du monde. La réalité, c'est qu'il faut qu'on parte d'un principe qui dit révolution, dit contre-révolution. Dit la possibilité de pendre des Anas Kazib en place publique. Dit la possibilité de flinguer des gens. La révolution, elle viendra jamais, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, elle viendra jamais dans un moment d'opulence où le SMIC est à 3 000 €, qu'il n'y a aucune répresse, etc. Les mouvements des Gilets jaunes et la répression qu'on a connue, c'est parce que c'est la première fois où le pouvoir il a commencé à flipper. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si... Juste pour vous... une petite histoire que je raconte souvent, c'est celle des Gilets jaunes. Il y a au mois de décembre, les RG, ils tombent dans les groupes Facebook sur des plans d'évacuation des égouts de l'Élysée. C'est une histoire véridique. Il y a eu un reportage sur BFM TV qui a été fait. Écoutez bien, les amis. Les RG, ils pensent que les Gilets jaunes vont passer par les égouts de l'Élysée. Et donc, il y a une alerte générale au sein de l'Élysée. Ils font nettoyer et installer d'urgence ce qu'on appelle le PC Jupiter, qui est le bunker qu'a créé Valéry Giscard d'Estaing, qui était un truc avec des toiles d'araignée. Et ils se sont dit, ah, c'est chaud, faut mettre une bouteille d'eau, des pains au chocolat au cas où, si y a, tu vois ce que je veux dire, si les Gilets jaunes, ils viennent. Et c'est pas tout, parce qu'ils se sont dit, si par malheur, ils passent par les égouts et ils fracassent la porte blindée du bunker, ils ont mis un hélicoptère dans la cour de l'Élysée prêt à exfiltrer Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ça, c'était le 1er décembre et c'est une histoire vraie, les amis. Beaucoup de gens ont entendu parler. Ça a été raconté notamment par des journalistes du Figaro et du Monde. C'est une histoire vraie. Donc, quand on dit qu'Emmanuel Macron a flippé et que le mouvement des Gilets jaunes a été... Et imaginez, c'est que 300 000 personnes. Alors, à ces 300 000 personnes, rajoutons un peu plus de monde de la classe moyenne et du prolétariat de ces villes périurbaines. Ajoutons l'ensemble des raffineurs, l'ensemble des cheminots, l'ensemble des agents de la RATP, de l'énergie, les égoutiers, les éboueurs, les profs, la santé, etc., etc. Attends. Je veux dire... Et donc ces gens-là, tu les envoies dans les égouts? Non. Pour aller choper les pains au chocolat du bunker. Exactement. Je pense, les amis, avec la petite liste que je vous ai fait, mais il y a tellement de gens dans la logistique, etc. C'est ça. Là, on commence à toucher un peu du doigt la question de la grève générale. Tu vois, et pour reprendre
sur Trotsky. Trotsky disait, la grève générale, elle pose une question centrale. Elle pose celle de qui sera le maître de la maison demain. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire que la classe bourgeoise, elle nous dépasse par sa conscience de classe. Jamais tu trouveras. Trouve-moi un patron millionnaire qui critique un patron milliardaire. Trouve-moi un patron milliardaire qui gagne 10 milliards et qui dit l'autre salopard, il gagne 20 milliards alors qu'il fait ceci, il fait cela. Jamais, jamais, du petit commerçant un peu qui gagne un peu bien sa vie au grand patron, les mecs ils te disent, vous nous emmerdez, vous bloquez l'économie, vous êtes des feignasses, etc., etc. Par contre, chez nous, les prolétaires, malheureusement, parce que l'autre il est intérimaire, l'autre il est en CDT, l'autre il est au statut, on dit, ah toi tu fais tes privilèges, toi t'es machin, etc., etc. Et vous le voyez dans... Après, il y a les camarades cheminots qui font grève la semaine prochaine. Mais c'est le disque, tu sais, un jour 120, tu peux remettre même le replay. Faut-il interdire la grève? Se battent-ils pour leurs privilèges, etc. Après, c'est vrai que... J'avais ma femme, elle devait venir de La Rochelle le 8 mai. Et puis, tu vois ce que je veux dire? C'est insupportable, tu vois. C'est vraiment... Et... Pardon. Je suis parti en cacahuète. On voit la colère du cheminot. Mais j'ai rien contre ces gens-là. Mais le problème, c'est que tu as envie de lui dire, mais frérot, on n'est pas contre toi. Mais tu vois bien qu'il y a des alarmes sociales et que le patron, en fait, la seule chose qu'il comprend, c'est le rapport de force. Et la bourgeoisie, la seule chose qu'elle connaît, c'est quand tu brises l'outil de travail, quand tu bloques la production. Je suis pas... Mais moi... Je sais que Ruffin, il vous kiffe pas. Moi, je kiffe les ultras. Donc, donc c'est des ultras, en fait, notre chat. Mais moi, juste vite fait, t'as parlé... Après, là, ils font genre... Hein, non, mais... T'as parlé d'un truc intéressant. Ils jouaient à un jeu vidéo, je te le dis. Hein. Oui, c'est ça, attention. Expédition 33, on voit. Mais t'as à dire un truc, par exemple, t'as parlé des intérimaires et de la division à l'intérieur de la classe ouvrière. Tu vois, par exemple, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie de salarié en intérim. Et moi, j'avais le truc de... Ah, les cheminots, eux, ils peuvent faire grève. Moi, je faisais grève. La boîte d'intérim me rappelle plus jamais. Le droit de grève n'existe pas en intérim, tu vois. Et c'est pas... Donc, quand t'es dedans, t'as un peu un ressentiment de « Ah, la chance, ils peuvent faire la grève. » Mais en réalité, c'est aussi ce truc de... Il y a eu une stratégie, tu parlais de la contre-révolution, il y a eu une stratégie patronale de l'intérim, de détruire les grands collectifs ouvriers, de faire de plus en plus de sous-traitance, etc. Tu vois, donc, tout ce que t'as dit, moi, on est d'accord, tu vois, le truc de cette puissance du moment où la grève générale arriverait et de ces masses dans les égouts qui vont chercher les pains au chocolat à l'Élysée, ça va rester ça. Mais comment tu fais pour ce collectif-là? C'est de le faire émerger, quoi. Parce qu'il y a ce que tu décris sur les intérims, mais c'est ce qu'on discutait aussi avec Sandra Lucbert il y a juste littéralement 30 minutes. C'est aussi le rapport justement au capitalisme financier avec les plateformes comme Uber, l'auto-entrepreneuriat, où énormément de gens maintenant, en fait, il n'y a plus de tissu syndical et ouvrier comme ça existait auparavant. D'ailleurs, c'est une des explications de pourquoi le vote de gauche commence un petit peu à s'amenuiser. Et c'est aussi ce truc absurde où des fois, tu as envie, peut-être comme les gens qui sont dans cette salle, de participer à la lutte, mais comme en fait tu es freelance, comme tu es intérimaire, comme en fait ça te semble difficile d'imaginer ta grève générale, déjà que tu n'arrives pas à te trouver de week-end parce que tu as perdu les 35 heures, le salariat, le CDI, bah, tu es dans une sorte de truc de putain, comment je fais? Là, c'est hyper important parce que de ce que vous dites, c'est notamment ce qui manque dans la plupart des grandes mobilisations, c'est-à-dire la fragmentation illimitée quasiment de la classe ouvrière au sens large. Quand je dis classe ouvrière, les amis, c'est pas l'ouvrier en bleu de travail, c'est vraiment au sens large. Même les gens qui n'ont pas, qui sont au chômage, qui ont l'allocation adulte handicapé. On a une définition assez simple du prolétaire, c'est celui qui n'a que sa force de travail pour pouvoir vivre ou celui qui ne travaille pas malheureusement à cause des politiques validistes, etc. Mais ce qui fait beaucoup de gens. Pour préciser, ça fait beaucoup de gens. Mais là-dedans, tu as des gens, comme vous le dites, intérimaires. Le problème, c'est que, je te donne un exemple sur la... Ah oui, parce que je sais on m'a dit, il faut leur acheter un livre. Faut faire des cadeaux comme Ruffin. Trop bien. On m'a dit, Ruffin, il leur a ramené la maladie infantile, il l'a pas lu. Ça, et toi, ramène un livre que tu as lu. Ouais, il est bon.
Les amis, vraiment, Ruffin n'a pas lu La maladie infantile du communisme, sinon il serait pas là où il est. J'ai trouvé ça d'ailleurs, c'était osé. Je crois il a lu que titre gauchisme et il s'est dit ça doit être ça doit être eux, tu vois. Alors que c'est pas du tout ce que dit Lénine. Je vous ai ramené un livre qu'on a un camarade qui s'appelle Juan Chingo. C'est La victoire était possible. Réflexion stratégique sur la bataille des retraites de 2023. On est les seuls à avoir écrit parce que pour nous, c'est pas juste les luttes, mais c'est de tirer les bilans. C'est pas les victoires ou les défaites qui jouent, même si, bien sûr, une victoire, c'est mieux qu'une défaite. Mais c'est aussi quel bilan, positif comme négatif, tu tires d'une séquence. Sinon, c'est quoi, tu vois? Alors la grève, c'était quoi le problème, etc. Et donc, je vous ai ramené ça que je vous donne là, comme ça, je me barre pas avec. T'as pas un t-shirt aussi? Non. Parce qu'il avait un t-shirt. Non, mais je rigole. Non, on avait... Et dans ce livre-là, en fait, ça correspond à ce que Raz et Dany ont dit sur la question, en gros, de cette fragmentation. Qu'est-ce que nous, on dit en 2023? On dit que le simple mot d'ordre, vous savez, le petit dénominateur commun autour du retrait à 64 ans, il est inaudible vis-à-vis d'une grande masse du prolétariat. Tu as parlé des intérimaires, je vais te prendre des travailleurs racisés. Comment un homme qui fait agent de sécu du cabaret sauvage, qui par exemple est d'origine ivoirienne, il est arrivé ici à l'âge de 32 piges et il commence à travailler, il va s'installer, il vit en France. Comme moi je dis, je n'ai pas fait maths sup, mais quand tu as 43 années de cotisation, que tu as commencé à cotiser en France à l'âge de 32 ans, le mec de la sécu, il sait que lui, c'est ni 64, ni 62, ni 66, etc. C'est qu'il va devoir aller à 70 piges, 67 ans avec de la décote. Comment, ma préoccupation à moi, c'est comment lui, je le ramène dans la bataille. Comment je peux le ramener? Attendez. Attendez. Comment je le ramène dans la bataille? Par la question des revendications. Comment je ramène l'intérimaire dans la bataille? Par la question des revendications. Parce qu'il y a quoi à manger pour moi là-dedans? Moi, je risque de me faire licencier par PSA, de plus avoir de mission le jour où je me mets en grève. À quoi ça sert, en fait? Mais s'il y a à manger sur la table, et je sais que moi, en bloquant l'usine avec mes potes, etc., en me mettant en grève, je sais que tu vas me dire, c'est départ à la retraite immédiate à 60 ans, sans durée de cotisation pour toutes et tous, eh ben, je pense que si je suis ivoirien, que je suis venu à l'âge de 32 ans ici, et qu'il y a des mecs qui m'expliquent qu'à 60 piges, moi, ivoirien, à 60 ans, même si j'ai pas les 43 ni quoi que ce soit, je pars avec une retraite à taux plein, mais la vie de ma mère, je bloque le cabaret sauvage le lendemain matin. Tu vois ce que je veux dire? Mais... La direction du cabaret sauvage. Pardon. Je sais pas s'ils vont être heureux là. Ouais. Non, bloquez pas, on n'a rien fait, nous. Pardon. Alors, demain. Mais c'est pareil. C'est pareil pour le statut d'intérimaire. Qu'est-ce que tu fais pour l'intérimaire? Parce qu'il est précaire. Non, et du coup, en fait, on a des directions syndicales qui tirent comme bilan qu'il a manqué de monde. Putain, c'est fou quand même, on a dit les manifs, souvenez-vous, on avait dit record de 95. Ah voilà, c'est record de 2010. 3,5 millions de personnes. Le lendemain, souvenez-vous du 49-3. La veille, il y avait les affrontements à la Concorde. À Bordeaux, ils avaient brûlé la mairie de Bordeaux. Les gens étaient en train de se dire, est-ce que, moi je me rappelle, BFM, ils avaient titré, est-ce que c'est le retour du spectre des gilets jaunes, la bureaucratie syndicale? Et t'avais Berger et Martinez qui disaient, on alerte, on dit depuis le début que si on ne les écoute pas, ça va exploser. Mais moi, je pense que le rôle des organisations syndicales, c'est que ça explose. C'est de faire en sorte que les gens, ils en aient ras-le-bol et que ça explose. C'est pas d'être les bons conseillers de gauche du gouvernement, de leur dire attends, moi je vais t'expliquer comment on fait pour les calmer, etc. Lâche-moi une petite miette, comme ça je dirais que on n'a pas tout obtenu, mais on a quand même obtenu quelque chose, etc. Et je pense que c'est tout ça ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que les mots d'ordre, et on nous a dit ouais mais toi t'es contre l'unité syndicale, Anas. Ah toi t'es pour diviser les syndicats. Mais non, je suis pas pour diviser les syndicats. Je suis pour l'unité syndicale, mais pas l'unité des logos au-dessus d'une feuille. Je suis pour l'unité des travailleurs par en bas. Je suis pour que les travailleurs ils réfléchissent et ils discutent du programme qui leur correspond en fait à la lutte. Et j'ai connu personne dans un piquet de grève qui m'a dit qu'il était uniquement pour le retrait. Parce que les gens ils disaient même le retrait c'est pas suffisant. Partir à 62 ans c'est pas bon. On est crevé par le taf. On n'a pas envie de continuer à bosser dans ces entreprises là. Il y a des gens qui sont rentrés tard dans le monde du travail. J'ai pris l'exemple du travailleur imaginaire, du travailleur de la sécurité.
Mais moi, les amis, devant vous, mon âge, c'est 66 ans et un trimestre. J'ai reçu ma feuille de la CNAV, c'est 66 ans et un trimestre. Parce que j'ai fait un BTS avant, j'ai fait un peu d'autres boulots et je suis rentré à la SNCF plutôt tardivement. Mais on est plein dans mon cas. Oui. Et qui a mis la retraite à 40, le nombre de cotisations à 43 ans? C'est le Parti Socialiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est Marisol... Oui. C'est Marisol Touraine. Et vous prenez... Il y avait une grande du prix, je vais vous le dire, il y avait une grande du prix du PS et d'Olivier Faure. Olivier Faure, il a fait une interview dans Libération où il dit « Je suis pour la retraite à 60 ans ». Quand tu ouvres le journal, il y a écrit « Sans toucher à la réforme de 2013 ». La réforme de 2013, c'est la réforme Marisol Touraine qui a fait passer de 41,5 annuités de cotisation à 43 années de cotisation. Donc comme je dis, même si tu rentres dans le monde du travail à 21 ans, avec zéro chômage, zéro précarité, rien du tout, ça te fait 64 ans. Donc t'es contre quoi en fait? T'es pour 60 ans à qui? Sachant pour le mec qui est au collège, pour le mec qui commence à travailler, il est en troisième, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est profondément problématique. Et je pense que ça résout pas tout. Parce qu'il faut après discuter du statut d'intérimaire, il faut discuter de tout cela. Mais tu vois bien que tu peux pas refaire après une grève de 60 ans et refaire une grève pour l'intérimaire. Mais le mec va te dire, mais moi frérot, j'ai déjà perdu un mois de salaire là. C'est quoi? On va pas continuer à... Soit on fait une vraie grève. Et c'est là où vous voyez que c'est pas juste amoureux de Trotsky ou fanat de Trotsky, c'est que moi l'ouvrier, ce mec-là en fait, sans le connaître, sans savoir qui était cette personne-là, eh ben, il m'a parlé à moi en tant qu'ouvrier. Il a dit ce que moi j'avais dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, en fait, de grève épuisante, sans lendemain, sans stratégie, où tu sors et on te dit on était nombreux, et puis ça finit et tu comprends pas. Et puis après, tu as des gens qui sont défaitistes parce qu'ils te disent on a lutté. Et puis après, c'est les mêmes qui ont tiré aucun bilan, qui te disent ah, bah là, il y a Bardella, là, il y a Le Pen, fais gaffe, parce que toi, l'arabe, là-bas, tu vas aller, hein, tu vas manger sévère, hein, donc tu as intérêt à me réélire à mon petit siège que j'occupe depuis 20 piges, où je t'ai bien niqué pendant 10 piges. Mais tu as intérêt à voter. T'as intérêt à voter pour ça. T'as intérêt à voter pour ça. Et oui, quand tu crois que tout est foutu, parce que les amis, moi je vous le dis, hein, j'ai voté PS en 2012. Il n'y a pas de honte et il n'y a aucune honte à avoir voté, peu importe. Et même si demain vous revotez, vous replongez là-dedans. Mais on dirait que c'est une addiction le vote. Hein? Ouais. Je suis mort. Non, mais attention. Non, mais on va se faire avoir par Mélenchon. Je crois que c'est ça qui sous-entend là. Hein, non, mais peut-être. Non, c'est pas. C'est pas pareil. Jamais je mettrai Mélenchon et le PS sur un même pied d'égalité. Ils sont quoi? J'ai des désaccords, mais pas au point de mettre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Là, il a repéré tous les insoumis de la salle. Là. Ouais. Son radar a dit cela. Mais je veux dire par là, c'est très concret. Pourquoi? Parce que votre vote, les amis, est le fruit politique des défaites du passé. Parce que quand tu as perdu, quand c'est la fatalisme, quand on peut plus, on est machin, et voilà, et le gouvernement il est trop, et il réprime, et il dissout, et là ce qu'on peut faire c'est se carapater, d'essayer de se serrer un petit peu les coudes, et attendre que ça passe, mais vote pour moi quand même, pour que moi je retourne à ma place. Eh ben oui, parce que quand t'as perdu, eh ben oui, faut accepter un peu de négociation de la régression sociale, faut accepter que les directions syndicales, ils fassent le conclave avec le MEDEF, faut accepter parce que y a rien, les gens ils veulent plus se battre. Mais quand t'as une boussole où t'es convaincu que la seule classe capable de retourner les choses et d'en finir avec le système capitaliste, elle est belle et bien vivante. Et qu'en fait, il faudrait tirer les bilans des stratégies, de ce qui nous a manqué, de toutes ces stratégies de merde, de grève perlée, de revendication du plus petit dénominateur commun, des mecs où en fait, c'est pas toi qui décides, c'est toi qui sacrifies du salaire et c'est Berger qui décide quand est-ce que pour lui c'est bon, quand est-ce que pour lui c'est fini, et toi qui sacrifies du salaire avec tes collègues, t'as aucune décision. Tant qu'on tire pas en fait les bilans de ça, bah oui, en fait, c'est plus facile d'accepter le dialogue social, la régression sociale et l'unité des gens que tu détestes parce que tu te dis c'est plus possible. Mais si tu viens avec un discours où tu es convaincu en fait que la grève générale est possible, pas qu'elle est à portée de main et il faut beaucoup de travail, mais que oui, on pourrait en fait se mettre en mouvement et en finir avec ça et qu'on pourrait penser à un autre monde, parce que le problème c'est qu'on passe notre temps au moindre mal. Et moi je pense ici, il y a des jeunes et les gars, vous êtes de la même génération que moi. Moi je sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai 3. J'ai un gamin de 2 ans, 9 ans et 12 ans. C'est quoi l'avenir frère pour eux? Qu'est-ce qu'on fait en fait pour ces gens-là?
Ok, 5 ans, après moi je vais avoir 42 piges et machin, je peux faire ça comme ça jusqu'à ce que je crève. Est-ce que je veux que mes enfants aussi ils font encore ça, 5 ans, 5... Au final, tu te dis, putain, on est en train de faire la même stratégie. On a vu Syriza, Podemos, machin, etc. On sait tous, le PS, plus jamais ça. Et puis, quand même, vote PS. Et puis là, maintenant, le PS, etc. Et puis, quand même, quand on te dira, attention, il y a Rotaillot, il y a Bardella. Ah, quand même, Rotaillot et Force, c'est quand même pas la même chose. Hein. Attends, toi, t'es accélérationniste. Toi, t'es pour le fascisme, toi. Tu vois ce que Moi, je pense qu'on ne peut pas discuter uniquement de cette manière-là. Et qu'on devrait discuter profondément, nous, notre génération aussi, quel monde on veut, quel monde en fait on a envie de construire pour les générations futures. Et je pense qu'on est une classe révolutionnaire capable de retourner le système capitaliste. Il faudrait simplement qu'on en ait conscience, il faudrait simplement qu'on croie en nos propres forces et non pas en des gens qui font du porte-à-porte une fois tous les 5 piges pour te dire vote pour moi. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous allez aller voter bien en rang bientôt, vous inquiétez pas. Mais oui. Mais c'est pas anti-électoraliste, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas. Si, attends, arrête. Si t'es anti, quand même, t'as une position. Bah là, de ton discours, t'es en train quand même d'expliquer que tout ce qui se place en dehors d'une stratégie révolutionnaire est de fait contre-révolutionnaire. Si on écoute ton discours, parce que tu vois, tout à l'heure, t'as dit je suis contre le SMIC à 3 000 € quand même, à un moment. Moi, j'ai dit ça. Ouais, t'as dit ouais, en gros. Mais comment tu fais? T'as un petit peu déformé il là. a dit ça. Moi, j'ai dit. T'as dit non, mais non. En gros, tu disais même les solutions de gratter un petit peu. En fait, c'est un truc pour nous endormir. À un moment, t'as dit ça un peu, tu vois, ça suffit pas en fait. Genre, c'est le truc de. Mais en vrai, déjà, la situation ne te permet pas. Je veux dire mais la situation ne permet pas de gratter une augmentation du SMIC. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle permet encore moins. Ce que tu décrivais, ce qu'on souhaite tous, enfin, je pense que dans la salle, tu as vu la réaction sur le constat, la question de la révolution, de la grève générale, de l'envie de ça, mais en fait, il y a les adversaires des directions syndicales, je suis d'accord avec toi-même, le réformisme, la gauche et même la France Insoumise, si tu veux, mais il y a aussi, à un moment donné, la dépolitisation massive dans le pays qui a été organisée, qui ne vient pas de nulle part, et un désintérêt de la population qui fait que la projection ce truc-là que tu invoques, tu dis les gilets jaunes, là on pourrait y aller. Tu trouves qu'il y a un désintérêt de la politique? Alors, il y a un désintérêt des politiques et de la question politique, mais moi j'ai pas l'impression que, et peut-être que c'est une vision, mais j'ai pas l'impression que le discours, que la manière dont l'extrême gauche et les mouvements révolutionnaires en France se sont organisés, que le problème c'est pas des questions de fond, c'est pas des questions d'idées, c'est pas des questions de méthode, mais j'ai l'impression qu'il y a un mur entre en réalité la classe ouvrière et le mouvement révolutionnaire, qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose qui fait que le lien se fait pas, tu vois. Genre il y a le mariage n'arrive pas à être consommé, quoi. Ça c'est une des grandes limites de l'extrême gauche. Ça serait faux de considérer que l'extrême gauche en fait est ultra hégémonique, que tout le monde est marxiste révolutionnaire. C'est totalement faux. En tout cas, c'est pas une seule seconde ma pensée. D'ailleurs, Marx disait une phrase incroyable. Il disait la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. Donc vous voyez bien que quand quotidiennement, ce que tu entends, c'est Rutel Krief, Olivier Truchot, Gilles Boulot, etc. Et ces machins, est-ce que tu considères comme le plus à gauche, c'est Quotidien, etc. C'est Yann Barthès, et que c'est ça martelé quotidiennement, 24-24, etc. Les amis, il faut savoir que les médias mainstream ne font aucun argent. Ils sont tous déficitaires. CNews n'a jamais été bénéficiaire. Mais pour dominer les corps, il faut dominer les esprits d'abord. Et c'est important, en fait, de matraquer politiquement une idéologie. C'est pour ça que tu es un preneur d'otages quand tu fais grève. Tu es un yellow block parce que tu es un gilet jaune, etc. etc. Toutes les sauces, hein. Je veux dire, soit tu es un éco-terroriste quand tu défends Sainte-Soline, etc. Ou autre. Enfin, je veux dire... Sur la question palestinienne, c'était pareil. Donc c'est difficile. Vous voyez même la France Insoumise qui se revendique être un parti républicain, qui est de gouvernance institutionnelle. Je veux dire, c'est pas juste la question des et qui sont tous sages. Nous, on n'est pas la gauche de LFI. On a une stratégie et un programme totalement différent de ce que porte LFI. Ça veut pas dire qu'on n'est pas, on est contre les élections. Tu vois ce que je veux dire? Mais on considère que c'est pas avec les élections qu'on va en finir avec le système. Mais si demain, par exemple, un candidat comme moi ou un autre de la gauche révolutionnaire avec un programme éminemment politique
offensif, etc., il faisait 15 ou 20%, bah moi, je pense que ça serait une claque politique à l'échelle internationale. Moi, je me rappelle d'un camarade qui est algérien et qui m'avait envoyé un jour un message et qui me demandait tout le temps « T'es à combien de parrainage, à combien de parrainage ?» Et il me disait « Anas, t'imagines même pas une seule seconde si dans un pays aussi impérialiste que la France, un pays aussi colonial que la France, il y avait pour la première fois de l'histoire de ce pays-là un ouvrier racisé qui est sur la ligne de départ et qui est candidat. » Il me dit « Ça serait un tremblement de terre à l'échelle internationale de savoir qui est cet arabe qui est là. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense, faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'une incarnation, mais aussi ils ont besoin. Moi, je voyais même prenons juste Poutou. Tu prends 20 personnes, tu leur dis, est-ce que tu trouves par exemple que Poutou est plus radical que Mélenchon? Ils vont dire, ah bah Poutou, oui, moi j'aime bien ce qu'il fait Poutou. Mais moi, je vais voter Mélenchon, parce que Mélenchon, c'est plus... Bah, si les 20 personnes, en fait, qui se reportent sur Mélenchon, ils votent Poutou, mais au final, que tu sois Poutou ou Artaud, si tu crois dans cette gauche révolutionnaire et ce qu'elle incarne, tu peux essayer de la porter. La réalité, c'est qu'en fait, on revient systématiquement à la même chose, c'est... Est-ce que c'est possible finalement la révolution? Est-ce que le mieux, c'est pas les institutions? Mais c'est pour ça que je te dis... Donc c'est pas sa place, parce que pareil, Poutou, non, pourquoi c'est pas il venait sa en place? Plateau, il disait votez pas pour moi. Mais la France c'était son discours, tu peux pas reprocher aux gens de voter Mélenchon alors qu'il était en mode moi je veux pas être élu, tranquille. Mais sinon, déjà t'as détruit l'élection présidentielle, parce que l'élection présidentielle, il n'y a qu'un gagnant. Mais il y a toujours 15 participants. Bah oui, mais il y a de fait, en fait, il y en a 14 qui perdent. Mais tu peux pas leur dire, en fait, là, parmi les 14 qui vont perdre, pourquoi vous vous présentez? Bah, il va te dire, nous, on fait de l'idéologie. On essaye de marteler. Et puis Le Pen, il dit, il y a 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, et il fait 2%. Et après, il fait 7%, et après, il fait 10%, etc., etc. Bah, moi, je pense que si nous, la gauche révolutionnaire, on pouvait avancer, matraquer, avoir ces moments-là dans lesquels, pas pour faire du témoignage, parce que pour moi, témoignage, c'est mauvais. Et je pense que les gens disent j'ai beaucoup de désaccords avec le NPA et LO, mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'en fait, on caricature aussi, pas vous, je dis pas vous, mais les gens, ils peuvent caricaturer en mode témoignage. C'est pas du témoignage, parce que si c'était du témoignage, pourquoi ils te laissent pas parler à 20h? Pourquoi tu parles sur France 3 Régions à 4h du matin pour ton temps de parole, et Macron, on va lui donner... c'est pas pour rien que... mais tu vois, mais parce qu'ils veulent pas en fait que les gens, ils entendent aussi ça, ils veulent pas que les gens... Et je pense que... Bien sûr. Le problème que j'ai, moi, en candidature témoignage, c'est pas une extrême gauche qui ferait 2% ou 3%, c'est plutôt les Verts qui font 2%, le PCF qui fait 2%, le PS qui en fait 4 et qui empêche aussi. Le PS avait même fait 1,5, je crois, Hidalgo. Mais moi, je pense que... Mais après, c'est pour ça aussi que le fait, la difficulté d'avoir des parrainages, je pense que vous devriez faire campagne pour les municipales, pour la France Insoumise. Comme ça, après, ils vous signent des parrainages. Ça devrait être un bon deal. Ouais, je pense qu'ils les signeront pas, parce que... S'ils avaient des mairies, moi je suis sûr, on militera pour. Je pense qu'ils peuvent. Après, pour moi, c'est pas le question. Pourquoi je suis parfois gêné par la question des élections et autres, c'est parce qu'elles sont des moments où on a l'impression que le temps s'arrête. Et que vous voyez bien que d'une élection à l'autre, en fait, le temps de la lutte de classe et le temps des offensives du système capitaliste, en fait, ne s'arrête pas. Vous voyez bien qu'en fait, ton élection municipale, législative, etc., qu'est-ce qu'elle est à côté du génocide et du massacre de civilisation en Palestine? Qu'est-ce qu'elle est à côté de la guerre en Ukraine, etc. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un moment de politisation. Il y a énormément de gens qui vont à ce moment-là se dire, bon, bah, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Un peu comme ce que tu écris avec François Hollande en 2012, tu vois, et comment ça te fait rentrer un premier pas où tu dis oula, Trotsky, ça fait peur, et après en fait ça y est, t'es rentré t'as pris la pilule rouge de la politique et t'es accro. Et nous on l'a vu, c'est le nombre de gens qui pendant 2022 qui nous ont témoigné, oh putain, je suis rentré à ce moment-là, alors que jusque là la politique ça me passait par-dessus, ça me paraissait trop compliqué. Et typiquement, ce que tu dis sur l'électoralisme et tout, moi, tu vois, je viens de l'abstentionnisme. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais en mode, c'est foutu. Mes parents, je les décris comme des crypto-gilets jaunes. Ils sont morts trop tôt pour l'être vraiment. Mais ils avaient vraiment cette façon d'être de la politique politicienne, de toute façon, on se fait toujours baiser. Et qui ont voté déjà, c'est eux, ils me disaient, rien qu'avec Ségolène Royal, tu vois, ils voulaient pas voter pour Sarkozy, bien sûr. Mais ils me disaient, ouais, Ségolène Royal, c'est déjà un peu une douille. Donc moi, mes parents, très jeunes, je comprenais pas grand-chose, mais ils m'expliquaient qu'au fond,
ça allait pas être ça qui allait marcher. Et ils auraient préféré justement voter pour des candidats comme Besancenot, pour qui ils avaient une vraie affection. Ils disaient ça, au moins c'est un ouvrier. C'est vrai que ça c'est important, cette dimension de lui au moins il nous ressemble, il ressemble à quelque chose. Privilégié. Ah non merde, c'est pas ça qu'il faut dire. En tout cas, ils se reconnaissaient plus en lui qu'ils se reconnaissaient dans les autres, et ils savaient. Et pourtant, ils allaient voter utile et machin, et ils se sont fait avoir. Et je pense qu'ils se seraient radicalisés là aujourd'hui en disant peut-être ça marche encore moins. Et moi, je suis arrivé là-dedans en me disant je vais pas voter François Hollande parce que je voyais la douche, je voyais mes parents déjà en parler, et j'ai été déçu quand même de François Hollande, même sans voter pour lui, ce qui est quand même assez fou. Mais parce que tu avais quand même un timide espoir de ça sera peut-être un peu moins pire, justement, ce fameux moins pire. Mais aujourd'hui, Mélenchon t'a sauvé l'électorat de l'intentionnisme. Mais de l'autre côté, je ne croyais pas non plus en l'extrême gauche parce que les scores font 2%, on dirait des sectes bizarres où il y a 15 scissions, ils s'engueulent entre eux. Et puis moi, Trotsky, oui, j'ai vu, comme tu disais à l'école, il y a un coup de piole à un moment, un truc qui fait peur. Et donc tu dis sur oui. Lui, malheureusement. Sur lui. Oui. Après, on parle de Kronstadt. Allez, et puis beaucoup d'intellectuels et donc souvent aussi beaucoup de bourgeoisie intellectuelle, culturelle, qui parlent de Après, ça avec c'est toute la gauche. Non, mais pour pas bien sûr, c'est trop dur de faire le procès. Mais même à l'extrême gauche, tu vois, même à l'extrême gauche, tu vois en apparence un ouvrier qui est placé devant et derrière 250 intellectuels. Quand il y en a un placé devant, je dis pas, c'est pas une critique, je dis ça pour mettre le constat dans lequel j'étais et qu'il y avait un dégoût de me dire, mais en fait rien marche. Si je me fais gazer, je me fais taper, qu'ils en ont rien à foutre, qu'en même temps si je vais voter ça sert pas et tout. Et c'est là où le projet de Mélenchon a résonné. Je pense que je suis pas le seul dans son idée de dire en fait on va proposer une gauche électorale certes où il y a des compromis à faire, mais une gauche qui s'inspire de la révolution citoyenne et qui crée de nouveaux cadres, des nouvelles façons de faire. Et là, je pense qu'on peut penser par exemple à Rima Hassan sur la Palestine, qui a été investi comme ça, Louis Boyard sur les lycéens, Alma Dufour avec les Gilets jaunes, et qu'au sein même du parti, il y a un rapport de force. Mais... Je me rappelle que pour Rima Hassan, par exemple, on s'inquiétait à la Zawa et avec PDH, nous, on soutenait bien sûr en public, mais on s'inquiétait entre nous en se disant est-ce que ça va pas, parce que solution à deux États, est-ce qu'elle va pas un petit peu devenir plus molle quand elle va être... Et en fait, on a vu que justement, députée européenne, maintenant, elle appuie, elle y va vraiment, tu vois. Et je pense qu'elle joue aussi à ce que dans le parti, maintenant, ça bouge plus sur cette ligne-là, même s'il y en a peut-être dedans qui sont angoissés sur cette question-là. Ça, j'en suis quasiment sûr. Puis elle reste dans les cadres très droit international et tout. Donc et ça, moi, c'est ça qui m'a dit, en fait, dans le peu d'options qu'on a aujourd'hui, ou faire la grève générale, alors qu'il y a plein d'intérimaires, d'auto-entrepreneurs, de gens qu'il y a tout le constat que tu as fait, que nous on fait aussi, etc. Là, je me dis, c'est peut-être la fenêtre, le trou de souris, c'est un truc qui m'a convaincu. Et puis la fille pille l'extrême gauche, vous êtes mort, quoi. Non, comment ? La fille pille l'extrême gauche, il pille les idées, c'est bon, en fait ils ont pris ce qui marche bien à l'extrême gauche, c'est-à-dire les idées et la pensée et l'efficacité d'essayer d'être dans un cadre électoral. Si je le dis de manière un peu caricaturale. Mélenchon, il avait dit dans une émission de l'Insoumission, il avait expliqué qu'en fait l'idée qu'il était venu du front de gauche, elle était notamment après les résultats de 10%, parce que quand même les trotskistes ont fait 10% en 2002, Arlette Laguillet et Olivier Besancenot, et il a vu ça, il s'est dit waouh. 10% pour les révolutionnaires, il y a quelque chose à créer, c'est-à-dire d'un entre-deux, où en fait on va ramener ces 10% dans le giron de l'État, de la respectabilité, de l'institutionnalisme. C'est-à-dire que les gens, on va leur dire, laisse la révolution et prolétaires de tous les pays, unissez-vous, viens dans un truc un peu plus radical que la gauche habituelle que tu connais, mais on va faire ça. La réalité, le problème, c'est que par rapport à ce que vous dites sur l'extrême gauche et ce que tu disais, les 1%, 2%, c'est pas le terrain des révolutionnaires, mais par essence. Parce que ce sont... Lénine disait que la démocratie bourgeoise est un maquillage pour le système capitaliste et que tant qu'elle s'en accommode, elle continue comme ça. Et si demain la démocratie bourgeoise ne lui va pas, elle est capable de le transformer en un État fasciste, en fait. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ce sont les règles, en fait. Lorsque tu vois que tout, ils peuvent, l'État de droit, la démocratie et machin, etc., tant que ça passe et que globalement il n'y a pas trop de soulèvement, ça va. Dès que ça commence à être chaud, tu vois bien comment ils piétinent les trucs. Là, l'exemple, la pointe avancée de la contre-révolution, c'est quand même l'État d'Israël. C'est-à-dire, tu as des mecs, je veux dire, c'est pas les prolétaires qui ont créé l'ONU, c'est pas les prolétaires qui ont créé la CPI, la CGI, etc. Machin. Le mec, il est condamné par des institutions qui sont profondément
bourgeoise et créée par les puissances impérialistes occidentales. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ces juridictions-là. Et sur ça, il s'assoit. Et sur l'ONU, il s'assoit. Et même quand il n'a pas le droit de voyager au-dessus de la France, on dit « Ah ouais, mais comment il devait passer, etc. » Donc en fait, tu vois bien que, quoi qu'il arrive, les règles du jeu, elles s'imposent aux exploités, opprimés, elles s'imposent jamais aux puissants. Donc de fait, oui, ces outils-là, ces institutions-là, la police, la justice, etc., ne sont pas les outils que la gauche révolutionnaire peut atteindre, etc. Parce que même si demain, je le dis les amis, dans un rêve éveillé de je ne sais quoi, même si par je sais pas quoi, toute la planète Terre disait « Anas, on va voter pour toi, tu vas machin », eh ben je vous jure, je vous le dis les amis, je vous le dis, si demain je faisais premier tour et j'étais le premier, je vous jure qu'il détruirait l'élection présidentielle tout de suite. Parce qu'il dirait, si un révolutionnaire est capable de passer nos règles à nous, c'est nous qui avons créé les cartes, c'est nous qui avons créé le jeu, et c'est eux qui arrivent à nous retourner avec nos propres règles et notre propre carte, on n'a plus rien à foutre de ces trucs-là, ça sert à rien, passons à autre chose. C'est ça la réalité, les amis. Il ne faut pas être illusoire. C'est pour ça qu'on fait des 1%, 2%, etc. Moi, je m'en accommode pas. Mais la question, elle n'est pas celle de l'électoralisme. Parce que, Dany, je te pose une question. Quel est le bilan que tu tires, France Insoumise 2017-2025? Quel est le bilan de 8 ans de France Insoumise, in fine? Est-ce qu'on a avancé d'un iota sur quoi que ce soit? Je te dis pas que c'est la France Insoumise en termes d'idées, oui. C'est oui. pas le... Ah si, en termes d'idées, je veux dire, attends, moi je me rappelle, tu regardes, sur quoi, avant tu avais la formation de l'extrême gauche, la formation révolutionnaire qui était solide et qui formait des gens construits intellectuellement, et tu avais le lavage de cerveau du Parti Socialiste et du réformisme, etc. Et aujourd'hui, de fait, les militants, les militants insoumis qui se forment à travers la politique, qui se forment à travers la France insoumise, ils n'ont pas le logiciel. Qui sont les militants insoumis? Il y en a plein, arrête. C'est quoi les militants insoumis? Les jeunes insoumis, il y en a plein là-dedans. Aux sympathisants, si tu veux. Non, les jeunes non, mais je capte ce que tu veux dire. Il n'y a pas de parti. Non, mais les gens qui s'intéressent à la politique. C'est quand même quelque chose d'important. Je suis d'accord avec toi. Parce que, je veux dire, nous, Révolution Permanente, on est un parti. LO, c'est un parti, LPA, c'est un parti. Je suis d'accord. Parce que c'est important quand même. La démocratie interne et le fonctionnement. Non, il va pas nous faire le coup. Oh là là. Raz. Mais je le dis pour les militants insoumis, je veux dire. Tu vois? C'est truqué vos élections, on le sait. Mais non, pas du tout. Et moi, je serais ERP, je serais d'accord pour bourrer les unes pour toi. Parce mais que non, il n'y a pas de journal à bourrer. Mais non, je suis pas, c'est pas moi. Tu vois, c'est pas moi. Il y a une direction collégiale, mais bon. Je veux dire par là, ok, un mouvement gazeux au départ, etc. La réalité, c'est que quand même, quand tu es quelqu'un qui te rapproche de la France insoumise ou qui te considère militant insoumis, on ne demande pas ton avis sur le NFP, sur la NUPES, sur est-ce que ça va être Bompard qui va être là ou est-ce que ça va être un tel, est-ce que ça va être celui-là, est-ce que là on va donner cette circo à un mec du PC, etc. Moi je me rappelle même aux Amphi, il y avait un gars de la France Insoumise qui est, en vrai n'est pas organisé. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'assemblée générale décisionnaire où les gens ils disent notre candidat c'est un tel. Ça prouve bien que ça sert à rien. Mais par exemple aux Amphi, je me rappelle, il y avait le débat. Non, c'est non. Ah si, parce que moi je suis en désaccord avec ça. Tu vois la France Insoumise en dehors des reproches, tu es obligé de constater qu'il y a une vraie sympathie. Mais ça te pose pas problème qu'il n'y a pas d'implantation. Il n'y a pas de stratégie dans la classe ouvrière? Qu'il n'y a pas d'implantation alors ça ouvrière. C'est pas alors ça fait partie de la stratégie. Oui, mais c'est pas moi je le c'est une stratégie électoraliste. T'as attaqué sur la démocratie interne. Si t'enlèves les députés, pour moi c'est pas la même chose. Et surtout aussi, moi ce que juste pour finir avant, c'est qu'aussi au niveau de la formation intellectuelle, je suis désolé, les jeunes qui se forment à travers la France insoumise et les gens, ils n'ont pas dans la tête la même chose que des gamins qui allaient au MJS à l'époque. Ce n'est pas vrai. Sur l'antiracisme, ça va plus loin. Non, pour te répondre, avant même que tu poses la question, j'ai dit que jamais je mettais le PS. Non, mais je suis c'est vrai. C'est vrai que tu vas pas me convaincre moi que les gens de la France insoumise sont plus à gauche que la MJ, les MJS. Et plus à gauche et forment les gens. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour te répondre, moi, tu vois, en tant qu'abstentionniste, ton discours sur le système. Vous êtes à la France insoumise ou pas? On est des sympathisants. Alors moi. On est des électeurs, à ce qui paraît. Il se pourrait qu'on ait été dans le type de campagne. Non, mais moi, je veux pas. Mais justement, en tant qu'abstentionniste, tu vois, à la base, le discours de toute façon, si le vote servait à quelque chose, on l'enlèverait. Tu vois,
Ça, c'est un discours que j'ai tenu pendant longtemps, sur lequel j'ai milité et tout, etc. C'était quoi, les abstentionnistes engagés. Voilà, c'est les premières vidéos que j'ai fait. Il y en a peut-être ici qui les ont vues, où je parlais de ça et je mobilisais ça. Sauf que justement, ça m'a amené dans un désespoir aussi, dans un truc de, au final, ok, j'ai compris que le vote, ça marche pas, mais dans quoi je peux m'incarner dans ma position d'étudiant précaire, d'auto-entrepreneur qui ne se retrouve pas comme mon père, tu vois, être ouvrier et qui se retrouve du coup possiblement, donc, mon père en plus mais pas les syndicats lui, mais qui se retrouve avec aucune possibilité à ce niveau-là. Et quand la France Insoumise arrive, il y a une forme d'espoir, mais aussi de politisation, et ça mobilise. Nous, si on utilise aussi ces outils-là, c'est clairement les gens que tu vois là ce soir, je pense qu'ils sont pleins à avoir été politisés, à avoir repris de la hargne et à croire en autre chose que juste c'est foutu. Est-ce que tu parlais je fais rien, j'achète les nouveaux AirPods et je me pose plus de questions et je crève dans ce monde de merde. On est d'accord ou pas? C'est parce que tu parlais du bilan, c'est pour ça qu'on dit ça. Pour moi, le bilan, il est au moins ça. Et je vois aussi un 17 qui devient 22 et qui potentiellement pourrait être 24-26 et se retrouver face à Bardella, ce qui est pas rien quand même. Oui. Bon. Oh là, il y croit pas du tout. Alors oui, bon. C'est pour ça que c'est important la question. Mais parce que vous vivez dans un rêve éveillé, les gars. C'est-à-dire que vous avez le time. On se dit la même chose, mais les deux. Non, mais vous avez le time. C'est-à-dire, juste si vous me permettez, je ferme la parenthèse, la question de la France Insoumise sur une chose. C'est-à-dire que si tu retires les députés de la France Insoumise, qu'est-ce qu'est la France Insoumise? Fin de citation. Si tu enlèves les députés, qu'est-ce que... c'est pas vrai. Mais il n'y a pas... Je te fais la même réponse. Excuse-moi. Non, mais il y a des gens... Non, force politique... Non, les amis, pas est-ce qu'ils n'existent pas des gens? C'est pas ça que je te dis. S'ils avaient une carte de parti, tu trouverais qu'il y a du réel. Moi, je trouve que c'est pas... Non, d'un point de vue stratégique et politique. Quelle est la continuité? Ils sont électoralistes. Il y a les députés, mais derrière... Au-delà de, on gagne les... Ok, moi je connais le discours de la France Insoumise, etc. De quand on arrivera au pouvoir, une signature. Mais regarde sur le mouvement social, la France Insoumise, ils prennent leur part à chaque fois. Je dis pas que c'est le mouvement social, je dis pas que c'est grâce à eux qu'il arrive, mais c'est les premiers à appeler, à se mobiliser et à accompagner le truc, tu vois, par exemple. Ils sont dans le soutien. Moi, c'est là où j'ai une stratégie. Mais non, c'est là où j'ai une stratégie différente. On a discuté tout à l'heure sur les plans de bataille. Est-ce que tu as déjà entendu Jean-Luc Mélenchon dire les stratégies de grève perlée, c'est de la merde et que la bureaucratie syndicale elle est en train d'empêcher... Il arrête pas. Non, c'est pas vrai. Il a une image. Je vais réacter ce débat-là. Les deux. Attends. Frère, nous on va réact le débat. Non mais attends, pour moi les deux à qui on fait des reproches d'être antisyndicalistes, c'est toi et Mélenchon. Tu veux pas dire ça? Non. C'est simple, en 2023, ils disent qu'il faut suivre le cadre unitaire de l'intersyndical. Mais ça ils sont... Oui, mais non, mais les amis, je veux dire qu'on mette un peu de sérénité dans ces choses-là. Il n'y a pas de problème à défendre, mais il ne faut pas peindre de rouge quelque chose plus qu'il ne faut. Tu vois. Il faut être juste, il faut dire qu'est-ce qu'ils font et sur quoi il y a quand même des limites, parce que sinon c'est le parti révolutionnaire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le parti révolutionnaire? Non, parce que eux-mêmes ils vont dire on n'est même pas anticapitaliste. Vous voyez sur le programme, je veux dire, ils sont sur la question de la guerre aujourd'hui, qui est quelque chose qui est une question éminemment politique. Sur la question de la guerre, vous écoutez Bastien Lachaud, qui est le référent sur la question militaire et de guerre. Sa préoccupation, c'est que ça ne profite pas à l'armement américain, etc. Mais globalement, il y a un accord avec des nuances entre qui est full macroniste, etc., en mode ouais, il faut se réarmer, il faut faire la guerre, il faut envoyer ceci, cela. Et puis, tu en as d'autres qui sont plus en mode souveraineté, il ne faut pas que ça soit l'OTAN, etc., machin. Mais globalement, ils ne sont pas anti-militaristes, ils ne sont pas contre la militarisation et les efforts de guerre. Ils ne le disent pas. Sinon, il faut... on soutient par exemple un mouvement qui s'appelle Guerre à la guerre. Mais ils ne sont pas dans Guerre à la guerre, par exemple, parce que c'est pas leur ligne. Tu vois. Mais il n'y a pas de problème, il faut juste discuter. Il y a un livret, par exemple. La France Insoumise, ils ont fait un livret sur la question militaire, ils sont pour la conscription. Et la critique que faisait notamment la France Insoumise sur le SNU, c'est qu'ils disaient c'est une récréation. Mais parce qu'en fait, la France Insoumise, elle considère qu'il faudrait remettre le service militaire. Alors bien sûr, en disant un truc populaire, citoyen, etc., machin, pour dire que c'est pas... Amérique latine, tu vois ce que je veux dire? pense. Mais il faut discuter, tu vois, la question de l'impérialisme, la question des anciennes colonies françaises, là, parce que je veux dire, la France, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est aussi le fruit d'une colonisation, d'implantation, le fait d'oppression, etc., et qu'en fait, c'est pas juste le patronat français qui est formidable. Et Macron et Mélenchon, il est
pour dialoguer, il avait dit, moi je suis pour une confiance que les patrons français, ils seront écoutés. Et ben moi je pense pas que Bolloré et Bernard Arnault, demain même, passent pas par Mélenchon. J'ai rien personnellement contre Mélenchon, mais par l'expérience historique, que ça soit plus ancienne comme celle de Salvatore Allende, je conseille vraiment à toutes et à tous un film formidable de Patricio Guzman. C'est 3 documentaires qui s'appellent La bataille du Chili, sur l'expérience de Salvatore Allende au Chili, qui est importante pour comprendre en fait, non pas que ton discours il est plus à gauche, non pas qu'on va, oui tu me dis, est-ce que Anas sous Mélenchon t'aurais un procès pour apologie du terrorisme? Eh ben je pense que non, je pense que s'il y avait Mélenchon je n'aurais pas un procès pour apologie du terrorisme, mais est-ce que ça arrête, ça change les choses? Je pense que si tu me dis est-ce que Mélenchon il va imposer ceci, cela, non le patronat, parce que les relais institutionnels ils sont tellement puissants, tu vois, qu'en fait, ils t'empêchent in fine. C'est ça les trahisons. C'est pas que les gens, en fait, ils aimeraient pas faire, mais c'est qu'à un moment donné, ils sont rattrapés par le fait que, comme disait Paul Lafargue, qui était le beau-fils de Karl Marx, Paul Lafargue, il disait « Le système capitaliste n'accepte que des réformes indolores pour son système. Sinon, il le détruit. » C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et je termine, pardon. Ouais. Lorsque la question, elle n'est pas est-ce que savoir. Et moi, je pense, Dany, pour dialoguer avec toi, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que j'ai dit que j'avais voté Hollande, mais après des années et des années de... Tu vois, par exemple, je vous ai parlé de Ziad Ebouna, mais 2007, Ségolène Sarkozy, j'ai pas voté. Ni premier tour, ni deuxième tour. Tu vois, ni pour Artaud, ni pour je ne sais qui. J'avais pas voté. La seule première fois, c'était deuxième tour de 2012. Mais je me reconnais dans ce que tu dis. Le problème, c'est que moi, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, si tu t'es convaincu qu'il y a la possibilité d'un processus révolutionnaire, que notre camp social, la classe ouvrière, pas par fanatisme, les amis, je suis ouvrier, mais je suis pas en mode l'ouvrier, oh là là, il est là, il travaille. C'est pas ça. C'est pas un fanatisme béat de l'ouvrier avec du cambouis ou je ne sais quoi. C'est pas ça. C'est parce que le prolétaire, par la position stratégique qu'il occupe de l'outil de travail, il peut mettre à terre l'économie. Un exemple, excusez-moi les camarades. Les raffineurs en 2022. 1000 raffineurs, ils te mettent à sec l'ensemble des pompes à essence de France. Le kérosène à Orly et Roissy était sur la fin. C'est-à-dire qu'une journée de plus, parce que c'est pour ça qu'ils ont... Nous, on est en interne, on a des camarades à ARP qui sont raffineurs. Il faut savoir que s'ils ont accéléré les réunions, elles se sont faites à 3 h du matin. C'est parce que si la vanne qui alimente, le pipeline qui alimente notamment la raffinerie de Normandie, depuis la raffinerie de Normandie jusqu'aux aéroports d'Orly et CDG, si cette vanne-là n'était pas ouverte par les travailleurs, il n'y avait plus aucun avion qui décollait de l'aéroport de Roissy et Orly. T'imagines ça? 1000 gars qui ont une capacité à empêcher le pays limite de tourner. Eh ben moi, je pense que la différence entre la gauche institutionnelle de manière générale et la gauche révolutionnaire, c'est que pour le révolutionnaire, notamment que je suis, 1000 raffineurs, ça met un pays à terre. Et que pour la gauche institutionnelle, 1000 raffineurs, c'est un pouillème aux élections pour pouvoir avoir la mairie d'Evry, de Corbeil-Essonnes ou je ne sais quoi. Et je ne pense pas ça. Tu vois? Et c'est pour ça que si tu es profondément convaincu par ça, bah en vrai, l'élection, ok, tu peux aller voter, tu votes à l'élection, tu vas te dire moi je vais voter machin. Mais si tu es profondément convaincu, c'est là où je vais vous bouger aussi un petit peu, parce que vous êtes confortablement assis, c'est pas eux que eux. Mais vous voyez bien que vous touchez un public qui est en réflexion, je pense, et que vous les tiraillez aussi dans leur réflexion, vous les faites bouger, etc. Et qui se disent « Ah, moi je pensais plus ça, quand il est en train de me convaincre sur ceci, cela. » Mais la différence, c'est que je pense que si vous êtes convaincu, parce que tout à l'heure, plusieurs fois, vous avez dit « Ouais, mais on partage le constat. » La différence, c'est que j'ai pas besoin que vous partagiez ce constat-là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous rentriez dans l'arène de la bataille. Tu vois ce que je veux dire? Et que je pense, c'est ça un parti révolutionnaire, les amis. C'est qu'il y ait des militants révolutionnaires qui s'agitent à travers le pays, sur les piquets de grève, dans les manifestations, en fait, pour avoir un discours en fait, de fierté ouvrière, de convaincre les gens qu'on est capable de s'auto-organiser, de penser ensemble les luttes, que c'est pas la bureaucratie syndicale de décider qu'il n'y a rien à négocier à Matignon, etc. Et que je pense que si on était des millions, en fait, déjà dans cette salle, imaginez, vous êtes plus de 1000, mais si les 1000 ici sont des militants révolutionnaires organisés, c'est-à-dire que chaque jour, leur avis compte, que chaque jour, toutes les discussions qu'ils ont autour d'eux, dans la fac, dans l'entreprise, etc., convainc un à un les ouvriers et les travailleurs autour d'eux et les jeunes autour d'eux de mettre leur vie pour un projet qui nous dépasse, qui est celui de la transformation de la société. Mais je pense, les amis, ça, vous méritez mieux et on mérite tous mieux d'attendre tous les 5 ans quel bulletin dans l'urne je vais mettre dans l'ancienne école maternelle de merde dans laquelle j'étais, tu vois. Attends.
Moi, on dirait que tout ce qu'on fait, c'est appelé Non, au vote. mais je dis pas C'est pas que- non plus. Parce que là où moi je suis d'accord. Vous, au sens large. Bien sûr. c'est-à-dire Oui, t'inquiète. aux gens Parce que parce que vous n'êtes pas organisé politiquement, c'était plus dans Oui, bien le sûr. sens On n'est de... pas un parti, c'est vrai. Mais on a fait Non, l'appel. même organisé, tu On On vois. a fait fait l'appel des facs du 4 septembre. Le 4 septembre, qui a on été a un appelé. immense flop. On a appelé au blocage des facs de notre chat. On a dit allez tous dans vos facs, bloquez-les, organisez-vous. Et ben Rennes Et on 2, a dit on vient vous voir, on fait des trucs, ils ont rien fait. Bon. Ah Voilà. si Rennes 2, ils ont fait Rennes des 2, ils ont TikTok. dit mais eux ils sont tout le temps bloqués Rennes 2 de Ah toute voilà façon. Rennes 2. Ouais Rennes 2. Et Ils vous sont êtes tout le temps bloqués la bloqués, moitié de donc ça l'année, vous compte pas. trichez, c'est bon, insupportable. Ils sont bloqués même sans nous. Donc ça compte pas. Force Non, à non, Rennes mais- 2, Non force mais à en Rennes plus 2. sur le Ça côté, arrête tu de- vois, nous-mêmes en plus on est tout le temps dans une forme de soutien critique même vis-à-vis de la France insoumise. Il y a plein de trucs sur lesquels on les trouve pas assez radicaux. Tu vois, nous on se sentirait plus à gauche. Mais Tout ce que tu as dit, je les défendrai pas réhabilitation sur du le PS. programme militaire, sur sur, la le- Nupes on les Eh, a. nous on a toujours été contre, ça Oui, on peut pas nous faire le ok. procès. Le NFP, Ok. mais il n'y a pas que ça. Genre par exemple, tu vois, genre sur. Mais vous plein de- avez fait la critique de la NUPES. Ouais. Toujours. On peut... Moi, c'est pas ma cam. On est d'accord là-dessus. Je pense que je l'ai montré depuis tout à l'heure, Ouais, c'est pas ma tout cam. le monde avait compris. Mais si vous me demandez de faire un ordre, l'avenir en commun en numéro 1, en numéro 2, le programme de la NUPES, et en numéro 3, le programme du NFP. On est d'accord. Ouais. Quel est le bilan? Est-ce qu'il y a eu tu une veux dire qu'il y a inversion? une perte un peu, mais, c'est ça mais je veux dire, pour moi, déjà le NFP, si vous vous souvenez, la fois où ils ont fait de l'ASMR avec Olivier Faure. Attendez. Ouais, ça, Oui, il a oui, raison. oui. Attendez, Qu'est-ce que parce tu que veux j'ai dire chaud, Ah bah oui, rien non, mais- que d'y repenser. C'est grave. Mais quand j'ai vu, moi, je me suis dit dans ma tête, c'est incroyable quand même. Ouais. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient en train de lutter contre le fascisme là, et l'autre, il était en train de faire ça. La retraite à 62 Oui. indemnité. Mais là, Wow. ça c'est tous nos réacts, Ça- hein, donc Ah, on est moi, totalement ça, d'accord. nous- Moi, Ça, on tu est me totalement balayes. d'accord. Moi, tu me balayes. Tu me fais pas rentrer dans l'isoloir pour voter pour ça. Je veux dire, si tu me dis que c'est D'accord. Olivier Faure, le mec qui a dit pendant un an, l'État d'Israël a le droit de se défendre. Les amis, juste, on rigole depuis. C'est bien que tu parles de ça, on parce qu'on va rigole bientôt depuis tout finir. à Il faut qu'on parle ouais. de ça en finissant. et du effectivement. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. On parle depuis tout à l'heure avec vraiment, j'apprécie de ouf le débat. Vraiment, vous êtes formidables de ouf. Mais les T'as amis, compris qu'il faut les complimenter. je veux dire, l'État d'Israël, quand tu as des partis qui sont censés lutter contre le fascisme, mais contre une boucherie, parmi les boucheries, qui considèrent que ça c'est normal et c'est un droit à la défense, ça doit dire quelque chose normalement. Tu peux pas Ah, bien penser une sûr. seule seconde. Excusez-moi, juste n'applaudissez pas s'il vous plaît, parce que j'étais dans un colloque où il y avait pendant 2 jours où il y avait Ilan Pappé, Francesca Albanese, il y avait des chirurgiens. J'ai entendu, vous savez, quand tu vas dans ces trucs-là, tu te dis, après 1 an et demi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre en vrai? J'ai failli pas y aller, j'ai failli annuler. Au final, on est parti et j'étais hyper heureux d'avoir accepté parce que dans la barbarie, j'ai vu la barbarie. Des médecins, des chirurgiens à Gaza qui expliquaient qu'il y avait des bébés prématurés à même sur les tables. Une infirmière que vous connaissez qui s'appelle Imen Marifi, qui a été à Gaza et qui racontait en fait l'histoire d'une femme qui est venue et qui lui dit à Iman, elle la voit, elle est totalement grise, affaiblie, etc. Elle lui dit, je suis enceinte. Elle lui dit, mais vous êtes enceinte de combien? Elle dit, parce que moi je vois son ventre, il est plat. Elle me dit, je suis enceinte de 7 mois. Le bébé était mort depuis plusieurs mois dans son ventre. Et cette femme-là, elle était diabétique, elle avait 24 ans. Ils ont trouvé un taux d'acidité tellement important. Enfin, moi, pourquoi les choses, elles me touchent aussi et pourquoi je parle beaucoup de mes enfants, tout ça, parce que moi, j'ai un de mes fils qui est diabétique. Il est diabétique type 1, à l'âge de 5 ans, ça a été... et tu te manges une teutard, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te dis, c'est plus juste, vas-y, fais des choses pour tes enfants, tu es obligé. Parce que quand tu vois les choses, comment demain ça peut reculer la sécurité sociale, je veux dire, dans des pays, les amis, les enfants, ils meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline, parce que ça coûte cher, etc. Ça, c'est des choses concrètes. Et cette dame-là, son taux d'acidité, il était tellement élevé qu'en fait, elle n'avait pas reçu d'insuline depuis des mois et des mois. Ils ont enlevé le bébé mort. Le lendemain, la femme, elle était morte en fait parce qu'il n'avait même pas d'insuline. Et vous avez des gens qui vous parlent d'une boucherie sans nom, des spécialistes de la Shoah. Un spécialiste de la Shoah et des génocides, il a dit Gaza a reçu 9 fois la bombe nucléaire.
c'est une boucherie sans nom ce qui est en train de se passer. Il y a une répression à l'échelle internationale pour nous faire taire. Moi, je disais dans une conférence, c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous mettre des balles de sniper dans la tête qu'ils vont chercher les procs, la police, etc. pour nous faire taire. Et ça, les amis, je veux le dire, si on se bat, ok, élection, pas élection, machin, programme, tel pouillem, tel truc, etc. Mais il y a une réalité de la barbarie de ce système-là. Et que ce système-là, en fait, il ne peut se lutter qu'à travers l'échelle internationale, qu'avec l'unité la plus large, en fait, avec les travailleuses et travailleurs d'Afrique, du Moyen-Orient, de Martinique, des États-Unis, etc., etc. C'est comme ça, en fait, qu'on peut briser la chaîne. Non pas uniquement ici de Macron ou Bardella ou machin, mais aussi régler le compte à Netanyahou, à Trump, à Milei, etc. Et moi, je pense profondément que ces gens-là, ces criminels, de les avoir déterrés, d'accord? Parce que le Parti socialiste, s'il y avait bien un acquis de 2016, je pense qu'on peut être tous d'accord ici, c'est bien que le PS c'était terminé. Ça, on est d'accord avec toi. Moi, après 2016, je me suis dit, bon, on a perdu, il n'y a plus les CHSCT, mais au moins terminé avec les Dominique, comment il s'appelle là, Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, Moscovici, Hollande. Je me suis dit, bon débarras, c'est terminé. Et ils sont de retour. Ils sont venus à la NUPES, mais c'est normal. Les gens, ils sont persona non grata. Bah, il longe un peu les murs. Tu lui fais un programme un peu plus, il y a la loi El Khomri. Et puis il attend le bon moment. Et ils sont bons. Je veux dire, le bipartisme, la gauche française, elle est historique dans ce pays. Vous voyez bien, là, par rapport au 1er mai, mais c'est fou, ils sont invités partout pour cracher sur la gauche, etc. Ils sont venus, ils sont petits. Si tu me dis, est-ce qu'il y a plus de députés d'LFI que du PS? Bah, il y a plus de députés LFI. Le PS, c'est petit, ils sont une trentaine. Mais vous voyez comment une trentaine avec François Hollande, comment ils ont redonné du power à Bayrou. Donc, c'est pas juste, oh, dommage, on les a réhabilités. On est d'accord avec toi. Mais ça, on a pu le dire. Ça, les amis, c'est demain le risque de dissoudre la Jeune Garde. C'est le risque de dissoudre Urgence Palestine. C'est la dissolution du collectif Palestine Vaincra. C'est concret. C'est-à-dire le fait d'avoir ne serait-ce que remis des gens qui, pendant un an, ont considéré qu'avoir des bébés prématurés sur des tables à côté de papiers, de documents, c'était un droit à la défense et que ces gens-là, ils se sont positionnés comme défenseurs du fascisme. Mais on est mort si c'est le fascisme en face de nous, si c'est ces gens-là qu'on met. Et je pense que si on croit qu'il y a le fascisme, parce que les amis, il faut dire quelque chose. Et moi, s'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, c'est qu'on joue à cache-cache avec le fascisme. Parce que le fascisme, c'est la destruction des organisations politiques et syndicales, c'est l'interdiction politique. Il n'y a pas de manif, il n'y a rien du tout. On est en fuite, on est exilé ou mort ou en prison, etc. C'est ça le fascisme, c'est les camps d'internement, de redressement, les camps de concentration. Et si on pense une seule seconde que ça, c'est en attendant à quel moment Mélenchon soit il va venir ou à quel moment Olivier Faure nous trahira. Moi, je pense que en préparant la jeunesse tout de suite à affronter la guerre, à affronter en fait les situations réactionnaires, à avoir des collectifs de travailleurs radicaux, des collectifs de jeunes radicaux qui s'organisent, qui s'auto-organisent, qui font des premières démonstrations dans les grands mouvements en fait, qui commencent à envoyer un signal d'alarme à la bourgeoisie, de leur dire regardez ce qui va vous arriver demain. On est juste en train de se préparer. Vous vous préparez à nous défoncer, on est en train de se préparer à vous niquer la gueule demain si vous essayez de faire quelque chose. C'est ça en fait pour moi. Mais c'est ça pour moi. C'est ça pour moi l'essence même du combat, et que c'est ça la réponse à réforme ou révolution. C'est pas est-ce que tu es électoraliste ou pas, mais c'est quel monde en fait tu veux. Et moi je crois profondément dans notre camp social, que notre camp social il mérite bien mieux que d'aller une fois tous les 5 ans, comme je dis, mettre un bulletin dans l'urne, et qu'il est vif et qu'il est capable, et il l'a montré par l'histoire de la lutte de classe, qu'on est capable d'énormément de choses, et c'est ce dont ils ont peur les amis, et on le sait profondément, mais il faut qu'on ait cette conscience là, et c'est pour ça que je construis Révolution Permanente avec d'autres camarades, parce que je pense que modestement, il faut des organisations révolutionnaires, parce que les partis révolutionnaires, c'est aussi la mémoire collective, c'est ceux qui viennent t'expliquer aussi c'est quoi la bourgeoisie, c'est quoi la bureaucratie syndicale, qu'il faudrait s'organiser, que moi, par exemple, comité de grève, je connaissais pas. Les premières grèves, je vous ai pas raconté, mais pour moi, c'était normal que le bureau de la CGT, il me lise son papier. Bah c'est pas moi, c'est la CGT, moi je suis qu'un petit ouvrier, je sais pas, j'ai le droit de... Je savais pas moi ça. Moi c'est les camarades de RP qui m'ont expliqué, ils m'ont dit mais tu perds de l'argent ou pas aujourd'hui? Je dis bah ouais je suis en grève. Lui il paie. Et je me rappelle un camarade qui s'appelle Philippe, il m'a dit toi tu perds de l'argent? Je lui dis ouais, il me dit lui il perd de l'argent ou pas qui a lu? Bah je lui dis oui. Il me dit bah pourquoi toi tu parles pas? Je lui dis je sais pas. Il me dit mais vous perdez de l'argent tous les deux? Je lui dis ouais. Il me dit mais pourquoi toi tu décides pas aussi? Je lui dis bah c'est vrai ouais, je sais pas, j'ai pas pensé tu vois. Bah, c'est pas parce que je suis teubé, mais c'est parce que jamais les syndicalistes, ils m'ont dit
viens discuter avec nous, même si tu n'as pas de carte, tu as le droit de t'organiser, tu as le droit de décider. Non, ils disent non, c'est moi le syndicaliste, c'est moi qui suis élu, c'est moi qui décide. Et c'est toutes ces questions-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait une grande organisation révolutionnaire dans ce pays, que si on était des milliers de jeunes, de travailleuses, travailleurs, je pense qu'ils commenceraient à flipper, qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit dans toute la discussion, c'est que même s'ils sont un peu forts aujourd'hui, qui nous attaquent, ils ont aussi beaucoup de faiblesses, que la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils aimeraient imposer des choses et que vous voyez toutes et tous à quel point ils galèrent d'imposer juste quelques milliards par-ci par-là. Alors demain la guerre, bon courage pour nous mettre sur le champ de bataille. Et ça dit quelque chose, que quand en fait t'arrives même pas à en finir définitivement avec la réforme de 2023 alors que t'es en 2025, t'es obligé encore de faire des conclaves, c'est dire à quel point ils savent que cette radicalité. Et moi je suis convaincu d'une chose les amis, j'ai pas de boule de cristal, mais je suis convaincu qu'il y aura des explosions sociales et que quand il y a des explosions sociales, vaut mieux avoir des organisations révolutionnaires et des militants révolutionnaires qui disent aux gens « crois en ta force, organise-toi, coordonne-toi » plutôt que des gens qui disent « ah, c'était sympa, t'inquiète, dans 2 ans, premier paragraphe de mon programme, je le mets, une signature. Bernard Arnault, entre Bernard Arnault, on va le faire entre minuit et 6 heures. Pourquoi pas les deux, mon camarade? Pourquoi pas les deux? Bah oui. Voilà. Bon, faudra m'inviter la prochaine fois, sinon 18 juin. C'est pour ça. 18 juin. C'est pour ça aussi qu'on me donne la parole aujourd'hui, tu vois. C'est oui, que oui. nous, on est convaincus de pouvoir faire les deux. Et on le dit d'ailleurs, certains nous tapent dessus pour ça. On le dit aussi que là, si demain, il faut aller voter Glucksmann, bah, je crois que je redeviens abstentionniste, moi, tu vois. Et je vais du coup. Et tu adhères à RP? Mais la différence qu'on a aussi, c'est qu'effectivement, nous, c'est notre outil de lutte à nous, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un média, et qu'à ce moment-là, on essayera. Mais moi, je pense que c'est et c'est ce qu'on, nous, on espère que ça. C'est pour ça qu'on rigole sur l'appel du 4 septembre, mais qu'on essaie aussi. C'était quoi l'appel du 4? On essaie de mobiliser les étudiants, mais bon, ça a foiré. C'est une blague, hein, l'appel du 4 septembre, je te précise. Mais nous, je croyais qu'il y avait un appel à signer. Ou... Non, bah ouais, bah. Il y a rien. On a Okay. juste essayé, mais. Bloquez vos facs. Mais là, ils sont heureux de t'applaudir, mais après, quand il faut y aller, bon. Non, mais en vrai, non, mais pour la dire subjectivité, elle change, elle évolue. Faut pas se sentir coupable. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce en croit. Moi, j'espère que modestement, le discours que je vous ai tenu, il vous bouge un peu. Si vous ressortez en vous disant, je voyais pas ces choses-là, même si vous avez retenu 5% de toute la discussion et que vous ressortez avec une idée en vous disant, c'est vrai que la question révolutionnaire, je l'ai jamais pensé de cette manière-là. C'est déjà une grande victoire, je pense. Et si vous me permettez, je sais qu'on est sur la fin. Après, je vais mixer. Mais... Ah, avec plaisir. Ah ouais, let's go. Je mixe, mais vous, c'est trop underground, tout ça. Moi, c'est plus Deep Soul, tout ça. Pourquoi pas, en vrai. Hein. J'aime bien les Frankie Rizardo, Grégor Salto, c'est un peu dans ces ambiances. Ça pourrait passer en vrai. Afrobeat. La prochaine fois, la prochaine, c'est le mec qui vient mixer. De fou. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les amis, vous le savez toutes et tous, on n'en a même pas parlé, c'est tellement... ça casse les bonbons, en fait, de même. Ça prend beaucoup d'énergie, malheureusement. Quand on t'attaque, il faut que tu te défendes et que ça polarise beaucoup. On aimerait beaucoup faire d'autres choses, mais malheureusement, on met aussi notre énergie là-dedans. Le 18 juin, on fait un appel parce que je passe en procès avec un camarade. Ouais, c'est important. Je pense que peut-être vous le savez, c'est pour un tweet. Ursula von der Leyen, elle disait le 7 octobre 2023, l'Union européenne se tient du côté du boucher. Et j'ai retweeté, ils se tiennent du côté... lapsus. Ils se tiennent du côté d'Israël et j'ai retweeté, ils se tiennent du côté du boucher. Et ça m'a valu 2 heures dans la cellule antiterroriste de Bobigny. 50 questions. C'est quoi? Tu penses quoi du Fatah? Tu penses quoi du Hamas? Ça veut dire quoi l'apartheid? Est-ce que tu es pour une Palestine à 2 solutions? Je veux dire, tu as un mec avec un flingue là, des menottes là, qui te demande à toi, porte-parole d'une organisation politique, ce que tu penses de l'apartheid, ce que ça veut dire dans votre bouche, autodétermination du peuple palestinien, etc. Est-ce que vous êtes pour en finir avec le peuple d'Israël? C'était un truc de ouf. On a gardé le silence de bout en bout sur les conseils de mon avocate. 1 an après, on est 2 camarades, un autre camarade de RP qu'on protège pour une situation de précarité, mais qui sommes convoqués du coup pour apologie du terrorisme. Vous imaginez, dans le pays de Charlie, de la liberté d'expression, on emmène des militants politiques là-dedans. Il faut savoir, les amis, qu'il n'y a aucune relaxe sur la question de l'apologie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une probabilité que je sois condamné. Avec beaucoup de choses qui peuvent aller. Ça peut être d'être fiché au FIGET. Ça voudrait dire que ça m'interdirait notamment de voyager, de quitter le territoire. Il y a beaucoup de choses, du sursis, des amendes, etc., etc. Et donc, on va se battre pour ma relaxe avec vous tous, je l'espère.
mais on va se battre surtout pour faire en sorte que ça ne soit pas le procès d'Anas Kazib, mais que ça soit le procès de la criminalisation des soutiens au peuple palestinien. On a envie d'en faire une école de guerre. On a envie d'en faire une école de guerre pour qu'elle puisse nous permettre d'être relaxés, mais qu'elle serve aussi, parce qu'on est conscient, comme tout à l'heure on disait l'intérimaire, etc., on est profondément conscient qu'il y en a qui n'ont pas les organisations comme l'AFI, comme Révolution Permanente, qui n'ont pas en fait nos possibilités, même là, de m'exprimer, et qui se font défoncer, qui n'ont même pas de quoi payer un baveux, qui n'ont même pas de quoi assurer leur défense, et qui prennent des peines fermes, etc., pour des choses aussi élémentaires que dénoncer un génocide. Donc ça se passe ici, en France aussi. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense à le prisonnier parmi les prisonniers politiques, et Georges Ibrahim Abdallah. Il est dans les geôles. Il est dans les geôles françaises. Il n'est pas chez Orban. Il n'est pas chez Orban, il n'est pas chez Milei, il n'est pas chez Modi en Inde. En France, le plus vieux prisonnier politique, il est incarcéré ici pour ce qui est le GOAT, comme je dis, de la répression, c'est la question palestinienne. Il n'y a pas aucune mesure en termes... Je connais plein de répressions. J'ai vécu le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements de grève. Il n'y a aucune répression aussi violente que contre celles et ceux qui s'expriment en soutien du peuple palestinien. C'est une réalité, les amis. Il faut faire en sorte que le 18 juin, on soit très nombreuses et très nombreux. Et le dernier truc, c'est qu'avant ça, il y a une échéance internationale où j'ai la chance d'avoir des camarades de plusieurs pays, notamment une députée argentine qui s'appelle Myriam Bregman, qui était candidate de la gauche en Argentine face à Milei. C'est le 24 mai à l'Espace Charenton. Voilà pour le moment promo soutien contre la répression. 24 mai, 18 juin. Et il y a une cagnotte aussi, j'en ai pas parlé, mais si vous arrivez à aider un peu pour les frais de justice, voilà, on n'a pas... C'est 18 juin, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on t'a invité. C'est important. Pour ce soutien-là. Merci beaucoup, Anas, d'être venu nous voir. Merci. Merci à tous. 24 mai, 18 juin, les gens. Le Zawa Show, est-ce que vous êtes chaud? Free, free. Free, free. Free, free. تحيا 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 تحيا. Merci les amis, merci à tous.